pour Jean Salem. Dans l'univers quelque peu désolé de la Sorbonne philosophique, Jean Salem représentait une sorte d'oasis bienvenue. Il était celui qui incarnait et transmettait le meilleur du marxisme, et plus singulièrement des soubassements matérialistes de ce dispositif de pensée. On sait que Marx avait, du temps de sa studieuse jeunesse, consacré une thèse au système métaphysique de Démocrite et d'Épicure. Et déjà, il y faisait preuve, éclairant en effet la différence des deux systèmes plutôt que leur similitude, de ce talent dialectique qui lui permit, toute sa vie, de démasquer les imposteurs qui se réclamaient du socialisme ou du communisme. Jean Salem, dont la culture était immense, chérissait cette entrée grecque dans le matérialisme moderne et lui a donné un nouvel éclat. Le séminaire du samedi dans les vieux bâtiments de l'université Paris I était devenu une institution tout à fait singulière, à ce point singulière qu'elle fut l'objet de quelques attaques, non seulement intellectuelles ou administratives, mais matérielles. Cependant, il y avait quelque chose dans l'humanité attentive et généreuse du maître des lieux qui désarmait bien des adversaires idéologiques. Et cette humanité était d'autant plus frappante qu'elle ne contredisait nullement la fermeté des convictions et une lumineuse capacité polémique. Je n'ai connu personnellement Jean Salem que tard, et, bien entendu, pour quelqu'un de ma génération, c'était d'autant plus émouvant que j'étais lié, inévitablement, à ce qu'avait symbolisé son père au moment où nous combattions le colonialisme meurtrier. Quand je suis venu parler, lors d'un séminaire du samedi, des poètes communistes œuvrant en soutien à la République espagnole, ravagée par les fascistes, je ne pouvais m'empêcher d'éprouver une vive admiration pour cette calme, inflexible et créatrice fidélité communiste, dont mon voisin à la tribune, Jean Salem, était le symbole. Il m'a fait, dans quelques messages, l'honneur de me compter au nombre de ceux qui, à ses yeux, partageaient cette fidélité. C'est avec reconnaissance et conviction que, tout en pleurant la disparition de Jean Salem, je peux penser que nous sommes quelques-uns, trop peu sans doute pour le moment, mais fermes à bord, qui sommes désireux et peut-être capables de continuer dans la voie qui fut la sienne. J'ai beaucoup apprécié le message de solidarité d'Alain Badiou. Je tiens à exprimer le fait que Jean Salem m'avait toujours confié qu'il aurait souhaité cette grande rencontre dont il était question depuis longtemps entre Alain Badiou et lui. Rencontre qui, vous en mesurez tout le poids symbolique, évidemment, ça aurait été la confrontation et le débat surtout de deux types de communisme, l'hypothèse communiste d'Alain Badiou et une certaine attention au socialisme réel dans le cas de Jean Salem. J'estime pour ma part que de toute façon ces divers courants du marxisme doivent, s'ils le peuvent, c'est une chance s'ils arrivent à débattre, et il faut toujours que, et je prends ça pour disons un signe tout à fait positif et un essai à transformer. Malheureusement peut-être ça ne se fera pas avec, disons, cet affrontement de deux titans, d'autant plus qu'on les attendait aussi, et là c'était sur le terrain de la philosophie grecque. Alors non pas pour opposer, comme disait Lénine, la ligne de Démocrite et la ligne de Platon, parce que c'est pas au sens où l'entendait Lénine, les matérialistes contre les idéalistes, mais au sens où comment deux communistes différents, avec chacun leur version du communisme, travaillent leurs auteurs fétiches, Démocrite pour l'un et Platon pour l'autre. Donc peut-être que d'une certaine manière l'essai sera transformé à travers d'autres générations. Je pense par exemple à même des rendez-vous manqués politiquement. Je crois que quand on voit les éléments les moins farfelus de Nuit debout et les éléments les plus batailleurs de la CGT, si ces gens-là avaient pu se parler un petit peu plus tôt et plus vite, peut-être que on aurait atteint un nouveau cap. Donc voilà tout ce que m'évoque ce rendez-vous manqué, et ça rajoute à ma tristesse. J'ai beaucoup apprécié le message qu'on vient de lire d'Alain Badiou.
Et je note effectivement, il part de la culture encyclopédique de Jean Salem. Alors j'ai une petite anecdote, j'ai apporté tous les bouquins que je trouvais avant de partir, et bien sûr je les ai pas tous. Et j'ai une histoire à la Borges, pour commencer. C'est le livre que Jean Salem n'a pas écrit, qui est intitulé Jean Salem. Voilà. C'est le seul que je vous présenterai. C'est une introduction à la lecture de l'Énéide, de la tragédie à l'histoire. Mais c'est un homonyme. Voilà. Quelqu'un qui est né aussi sur la Méditerranée, mais à Beyrouth. Voilà, c'est normal vu le patronyme. Tout ça pour dire, je suis tombé évidemment dans le panneau parce que j'étais persuadé qu'il avait aussi écrit ce livre. Il ne pouvait pas ne pas l'avoir écrit, vu le caractère encyclopédique de ses recherches. Effectivement, même de Lucrèce à Virgile, il y a effectivement bien sûr des passerelles. Donc, mis à part qu'il n'a pas écrit sur le peuple libanais 1968 et Introduction à la pensée politique de Michel Chia, voilà, et notamment ce livre-là, ce soit à peu près les trois livres, j'allais dire que vous ne... C'est pas pour faire une publicité négative à ce Jean Salem que je ne connais absolument pas, le livre a l'air bien, mais voilà, donc ça arrive, et c'est vrai qu'effectivement, lui-même avait du mal à, même s'il en avait le devoir académique, à faire la somme de tous ces articles, de toutes ces revues, de toutes les conférences qu'il avait données, même s'il en avait la nécessité académique. Bon, alors les hommages se multiplient depuis 2 semaines. Et alors on en a eu un samedi qui était très émouvant, les messages fusaient de partout. Alors moi-même j'avais du mal à quitter mon papier, là j'essaye de ne pas le faire, mais effectivement on est toujours gêné quand on parle d'un ami d'être aussi succinct, de devoir l'évoquer de manière aussi brève, on a toujours peur d'oublier quelque chose, donc ça rajoute à la... Mais effectivement si je commençais à lire un papier ça serait une catastrophe, d'autant que les grands orateurs, les ténors ne sont pas là. Bon, néanmoins, ce que j'ai remarqué sur l'ensemble des hommages qui ont eu lieu, ce qui m'a fait extrêmement plaisir, c'est qu'ils venaient de partout. Je dis bien de partout, pour un être de conviction, qui n'a jamais caché ses convictions. Il faut reconnaître que les gens lui ont rendu hommage où qu'ils fussent. Et ça, je crois que ça tient à son côté grand professeur, bienveillant, disponible pour tous les autres. Ça, je crois que ça faisait partie de ses valeurs. Hein. J'aimais discriminer personne. Et je crois qu'un grand professeur, c'est comme un médecin qui accepte de soigner tout le monde, ou un avocat qui défend tout le monde, c'est sa vocation. Hein. Et on ne sait jamais. C'est très, très matérialiste en même temps. On sème une petite graine où on parle à tout le monde, et puis au bout d'un moment, peut-être que les choses se décantent. Et voilà, je crois que c'est vraiment... c'est tout à fait significatif. Alors, un autre type d'hommage, évidemment, concernait, j'allais dire, le léniniste. Là, ce sont des hommages liés à ses camarades. Alors, moi, ça m'a frappé, parce que finalement, il y avait l'humaniste d'un côté, le léniniste de l'autre. Un mot ultra galvaudé, c'est-à-dire qu'on a tellement... il a traîné tellement partout que qui ne se dit pas humaniste aujourd'hui. Et un mot, au contraire... comment dire, critiquer jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'injustice, qui est le léninisme. Hein. Il faudrait carrément faire plusieurs cours sur la réalité de ce qu'a été la pensée de Lénine par rapport à la façon dont on l'a capturé, notamment l'année dernière. Bon, pourtant, vraiment, chez Jean Salem, il portait les deux sans aucune contradiction, tout simplement parce que c'était absolument lié. Et je n'évoquerai de ce Lénine qui lui tenait à cœur, effectivement, mais s'il est conforme à l'image historique, ce Lénine qui rappelait que le socialisme est l'œuvre vivante des masses, et qui comptait justement sur l'intervention, qui se disait que le socialisme ne pouvait pas tenir sans l'intervention des masses, et qui a toujours, notamment, je pense par exemple à la polémique sur les syndicats avec Trotsky, a toujours tenu à ce que les masses puissent se défendre d'une certaine manière, et surtout il disait toujours s'instruire, 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 qui était en fait ce sur quoi il misait, bien sûr, non seulement en rationaliste qu'il était, en marxiste qu'il était, mais justement avec cette prise de conscience que, effectivement, cette révolution, pour qu'elle ne tombe pas, effectivement, devait être soutenue par le savoir. Donc,
chez quelqu'un, chez Jean Salem, ce caractère de grand prof communiste était quelque chose qui allait de soi, ça faisait partie des valeurs familiales, hein, je ne trahis pas un secret. Moi, c'était quelqu'un qui me fascinait au plan personnel, parce que je me dis, comment est-ce qu'on peut survivre en étant un fils de héros? Je me posais cette question. Les fils de héros sont aussi intéressants que les héros. Souvent les héros sont des gens très modestes, hein. C'est souvent des gens qui ont fait preuve de très grande fermeté, mais qui rien ne destiné a priori à avoir. Ils sont pas nés en voulant être héros. Et alors ce qui est terrible avec le fils de héros, c'est qu'il a une sorte de destin en fait. Et il faut et je crois que ça c'est encore à mon avis un des bons côtés de. Je vais arrêter le côté famille, hein, on va passer très vite, mais quand même moi j'allais dire ça me fascinait ce qu'Henri Allais, je pense, a réussi à faire sans doute avec sa famille, c'est leur montrer qu'il y avait quelque chose de plus que son propre héroïsme. Et notamment, il disait à Jean, aujourd'hui j'ai discuté avec un grand prof communiste, et ça avait éclairé sa journée. Ça, c'était pour lui le sommet de l'engagement et en même temps du savoir. Et effectivement, j'allais dire, il lui a donné une sorte d'idéal, mais vous voyez à quel point cet idéal, l'humanisme et le léninisme concordaient complètement. Alors effectivement, ce qu'on est peut-être en train de perdre, ce dont on porte aussi le deuil, c'est peut-être une certaine figure du grand prof communiste tel qu'on l'a connu en gros de 1945 à peu près maintenant. Enfin, disons que ça commence à se rarifier pour des raisons aussi politiques. Alors bon, rappelons que les fondateurs du marxisme étaient hors de l'université. L'esprit souffle évidemment où il veut et continuera à souffler où il veut. Mais de toute façon, Marx avait intégré, et c'est bien pour ça qu'il a fait justement sa dissertation sur l'épicurisme, avait bien intégré certains critères académiques qu'il faut porter. C'est-à-dire combien même le marxisme s'exprime sur le mode de la contre-culture, il doit s'exprimer sur le mode de la contre-université, c'est-à-dire en tout cas en intégrant un certain nombre de valeurs. Donc voilà pourquoi Jean Salem est un exemple pour nous tous. J'ai apporté son apport à la science, indéniablement, je n'en cite que 3, mais d'ailleurs j'en ai oublié un, c'est La légende de Démocrite chez Quimet. Voici ces trois livres importants par ordre de parution. C'était sa thèse Tel un dieu parmi les hommes, l'éthique d'Épicure, chez la prestigieuse maison Vrin. Ensuite, Lucrèce et l'éthique, la mort n'est rien pour nous. Et Démocrite, grain de poussière dans un rayon de soleil. Voilà, ça constitue véritablement le cœur. Ces thèses, en fait, sont ce qui en fait certainement le spécialiste, un des plus grands spécialistes mondiaux de l'atomisme antique. Pour notre bonheur, il a fait un livre de résumé qui s'appelle Les atomistes de l'Antiquité, Démocrite, Épicure, Lucrèce, et qui se trouve être bien fait en plus. C'est-à-dire que des fois, les gens n'arrivent pas à se résumer, mais lui, oui. Donc c'est vraiment une introduction qu'on peut évidemment recommander. Donc ces livres ont évidemment pas besoin de moi pour parler de leur valeur scientifique. Néanmoins, peut-être si je m'adresse à des militants, des marxistes, j'en dirais quelques mots par rapport à ce en quoi ça nous concerne par rapport au marxisme. Donc, il est évident qu'il tenait certainement de famille un certain marxisme-léninisme. Marxisme-léninisme, j'entends au sens de marxisme pratique, militant, avec un certain nombre de tâches qui lui faisaient privilégier l'étude du matérialisme à l'étude de la dialectique. Alors, vous savez que Engels, à la fin de sa vie, dans le Feuerbach, parle de dialectique matérialiste et non pas de matérialisme dialectique, mais peu importe, c'est lui qui, disons, commence à forger le terme, mais disons, tout le monde s'accorde pour dire que les deux grands versants de l'œuvre de Marx sont le matérialisme et la dialectique. Alors, ce qui a le plus fait couler d'encre dans l'histoire du marxisme, c'est, mon ami, le débat est toujours en cours, hein, sous Giudice et Lices, comme on dit, c'est le statut de la dialectique chez Marx, à tel point que Erwin Fetscher, c'est un professeur de l'école de Francfort, donnait une formule un petit peu pour caricaturer, pour s'amuser. Il disait « Dis-moi quel est ton lien à Hegel, je dirais de quel marxisme tu es. » c'est-à-dire qu'en fait, à tel point qu'on en disait toujours, on est avec la dialectique, c'est-à-dire on est avec la révolution, etc. Tout tournait autour du statut de la dialectique. À tel point qu'on en oubliait les questions du matérialisme. On peut
alors, je relisais récemment la Somme de Lucien Sèvres, ce qu'il a consacré à Marx. Normalement, 4 tomes sont annoncés, il y en a 3 qui sont parus, il y en a un qui s'appelle La philosophie, qui est aussi une grande partie sur le matérialisme, une grande partie sur la dialectique, et il rappelle que bon, pour beaucoup de marxistes-léninistes, le matérialisme était voué à l'étude, avec surtout pour fonction de repousser en fait la religion, la superstition, donc avait un aspect éminemment pratique. Mais au sens même où il y a des textes de Lénine, hein, je ne veux pas les solliciter outre mesure parce qu'il y en a d'autres qui c'est Lénine justement qui parle de la ligne Démocrite, la ligne Platon, qui montre aussi tout cet intérêt. On sait qu'à la fin de sa vie, il avait commandé à la bibliothèque de, je sais plus, de Leningrad, non, de Saint-Pétersbourg, de Pétrograd, pardon. Je crois qu'il avait commandé un dictionnaire de grec. Enfin donc, mais c'est vrai qu'il y a des textes de Lénine où il dit bon. C'est pas parce que les choses sont dépassées pour nous qu'elles le sont pour les camarades. Donc développer dans un de ces texte testament qui s'appelle Sur la portée du matérialisme militant, c'est son testament philosophique si on veut. Il dit c'est pas parce que les choses sont réglées pour nous qu'elles le sont pour les masses, donc développer le matérialisme ancien. Et c'est là où il parle de faisons une société des amis de la dialectique hegelienne. Néanmoins, est-ce que ces questions de matérialisme sont si connues que ça ? Moi personnellement j'en ai beaucoup rebattu, y compris en lisant Jean Salem, parce que j'allais dire j'avais comme tout le monde, je suis pas un élève de Jean, hein, d'autres l'ont connu par l'amitié, moi je l'ai connu d'abord comme militant en fait, c'est en étant camarade, c'est une camaraderie qui s'est transformée en amitié, bon c'est un petit peu spécial, et j'ai découvert ces livres véritablement avec le plaisir de la lecture, et en même temps me confrontant avec justement ces recherches sur le matérialisme qui sont pas forcément des évidences pour les marxistes, je le dis comme ça, même si évidemment, comme disait Engels, l'étude de la nature sans addition étrangère est quelque chose d'absolument nécessaire. Il faut toujours repenser à ça. On pratique tous une sorte de matérialisme pas forcément très étayé philosophiquement, sans avoir tous les formules, mais on le pratique, j'allais dire, au quotidien. Mais Jean Salem, je vous dis, je parlais des marxistes, hein, je parle des militants, je ne parle pas des scientifiques qui savent très bien l'importance de ces textes. Hein. Mais pour des militants, ces textes sont une véritable chance parce que vous vous rendez compte à quel point cette histoire est mal connue. Et cette histoire du matérialisme antique et surtout de l'atomisme antique a été complètement passée sous silence à tel point qu'on continue à considérer que Démocrite est un pré-socratique. La formule est absurde pour quelqu'un qui a sans doute, les dates sont pas forcément bien claires, mais en tout cas a vécu bien après Socrate. Il est mort à 90 ans, Démocrite. L'idée de le faire passer pour un pré-socratique est un préjugé académique, là, dans deux sens du terme, au sens actuel et au sens, j'allais dire, original du terme, c'est-à-dire au sens de l'Académie de Platon. Ça fait partie d'une sorte de propagande qui vise à croire que Démocrite serait une sorte simplement un physicien qui se pose des questions sur l'air, l'eau, etc., les éléments premiers, alors qu'au contraire, sa philosophie embrassait les questions les plus vastes. Et ça, il fallait vraiment, pour le restituer, il faut aussi un talent de philologue, quelqu'un comme Jean Salem qui était capable de lire le grec dans le texte, y compris même le russe, puisque les grands travaux sur les atomistes antiques, c'est bien sûr Diels, c'est aussi Salomon Louria, qu'il a particulièrement étudié. Les soviétiques avaient travaillé particulièrement sur ces questions, vous vous en doutez. Donc, moi, j'ai toujours été frappé à quel point ça nous ouvrait des horizons. Quand il rappelait par exemple que Épicure, l'épicuriste dure 7 siècles, et on a conservé 3 lettres et quelques traités épars. Par exemple, on a découvert des manuscrits de Diogène de Nanda en Cappadoce après la mort de Marx, mais il faut se mettre à l'écoute de ce qui nous reste pour essayer d'en restituer toute la teneur. Quand par exemple il faisait l'étude de ce fragment de la lettre à Ménécée, la mort n'est rien pour nous. Rien pour nous, c'est prosémas en grec. Hein. Ce prosémas, comme pros plus accusatif en grec, vous pouvez le traduire de plusieurs manières. Il montrait tous les enjeux, par exemple, qu'on pouvait tirer de cette phrase qui nous semble connue, et même rabâchée, et à quel point finalement elle va distribuer toute une problématique sur ce que pouvait être l'épicurisme. Prosémas, la mort n'est rien pour nous, là au sens ce serait insister sur l'utilitarisme, c'est comme ça que Pierre Bell l'a réinterprété en parlant d'intérêt.
Marcel Conche parlait de la mort n'est rien par rapport à nous, c'est-à-dire là on insiste sur le nominalisme, la mort serait un simple mot, nominalisme, et souvent lié au matérialisme, enfin, dans l'histoire de la philosophie. Et la façon dont Lucrèce va lui-même traduire en latin son maître Épicure, la mort ne nous touche en rien, neque pertinet. Donc, et là on est au contraire, on a une conception sur le sensualisme d'Épicure. Donc vous voyez, utilitarisme, nominalisme, sensualisme, là on distribue véritablement des problématiques les plus diverses en fait. Et on arrive à comprendre à quel point cette philosophie a pu marquer son époque, puisque vous savez qu'elle a été... l'atomisme a été évidemment recouvert par le christianisme. Dans Dante, Épicure finit aux enfers et Démocrite au purgatoire. Parce que Démocrite, il n'y a pas les aspects sur le plaisir. Enfin, il développe moins ce côté-là. Mais surtout, ils sont finis dans un véritable enfer des bibliothèques. Donc, et d'ailleurs, on va fêter... les 600 ans, enfin l'année dernière c'était les 600 ans, c'était bien sûr la Révolution d'octobre, le centenaire anniversaire, et les 600 ans de la découverte du De Natura Rerum. D'ailleurs, j'ai reçu un manuscrit, une traduction de Luciano Canfora, qui est sans doute à mon avis un des plus grands philologues, là on ne parle pas de philosophe, mais un des plus grands philologues sur Lucrèce. Donc voilà, je suis très heureux de pouvoir... je n'étais pas prévu, excusez-moi, mais effectivement, si j'ouvre une parenthèse, je la referme très vite. Donc, et effectivement, ce qui m'a fait comprendre aussi, c'est à quel point même les études sur l'atomisme, sur le matérialisme, étaient imprégnées d'un certain idéalisme, notamment le beau livre de l'italien Alfieri qui s'appelle Atomos Idea, où il fallait absolument que tous ces atomes fussent animés d'une sorte d'âme, de subjectivité. Il y avait une manière de recevoir ce matérialisme antique d'une manière complètement justement spiritualiste. Et il prend un malin plaisir, Jean Salem, à rappeler que idea signifie la forme d'une chose. Il va même rechercher dans le corpus hippocratique. Ça c'est... Là j'aborde un petit peu le caractère pic de la mirandole de Jean Salem. Hein. Il avait ce côté touche à tout, mais y compris il avait des diplômes à peu près tout. Il a fait 2 ans de médecine par exemple, hein, en plus d'une licence d'art, d'une licence d'histoire. Et donc effectivement ce corpus hippocratique, non seulement le passionnait, mais en même temps est une source pour comprendre en quoi justement les atomistes se retrouvaient enfin encore une partie de l'esprit de Démocrite ou d'Épicure se retrouvait effectivement chez ces médecins. Et donc il rappelle que idea, ça désigne aussi la forme d'une chaussure, comme sur un pied beau. Donc vous voyez, c'est vraiment extrêmement concret. Hein. C'était sa manière une sorte de contribution, disons, à rendre les choses encore plus sensibles et palpables, parce que lui-même, ça le passionnait, ces questions-là. Donc, il le faisait avec passion. Alors après, ce qui est fantastique, c'est de pouvoir justement aborder avec toutes ces connaissances la thèse génialissime du très très jeune Marx. Là, on dit le jeune Marx, on pense au manuscrit de 1844, mais là, c'est la dissertation de 1841 sur... alors effectivement, un Marx très très imprégné d'hégélianisme, un Marx qui est un jeune hegelien à ce moment-là. Donc effectivement, un jeune hegelien qui va quand même chercher chez les plus matérialistes de tous les matérialistes de l'Antiquité. Donc il y a des enjeux qui se posent. Alors effectivement, il faut aussi faire tomber ce qui tenait aux mauvaises interprétations philologiques de l'époque, notamment Jean Salem a insisté beaucoup. Il y avait une thèse d'un certain Chaobar qui distinguait les atoma archaï et les atoma stoikeia. Il y aurait 2 types d'atomes, les uns comme principe, les autres comme substance. Et Marx aurait tendance à solliciter les textes en pariant sur Épicure contre Démocrite, en essayant de voir un côté, animer une sorte de conscience de soi dans les atomes épicuriens. Alors effectivement, Salem est très subtil dans son interprétation parce qu'il magnifie complètement l'aspect clinamen. Là, on voit vraiment la dialectique matérialiste à l'œuvre, mais peut-être moins cette idée de départ qui était la grande différence entre Démocrite et Épicure. Mais c'est très important de s'intéresser à ces choses-là, y compris quand on pense que même Marx, à la fin de sa vie, quand il parle de la commune, et des gens qui montent à l'assaut du ciel, c'est une réminiscence de Lucrèce.
le fameux poème, il y a 4 éloges d'Épicure, c'est le premier éloge, juste après l'hymne à Vénus. Un homme, un grec, se dressa contre, pendant que l'humanité gisait dans l'ignorance et l'esclavage, et un homme sut se dresser contre la religion, et nous éleva de cette manière jusqu'au ciel. Donc on voit à quel point cette histoire doit être recommencée perpétuellement. Je suis assez surpris, j'avoue que j'ai cherché longtemps un lien entre Jean Salem et le dernier Althusser, parce que vous savez que le Althusser dans Sur la philosophie, sont les entretiens de 84-87, parlait beaucoup du matérialisme de la rencontre. Ça délaisse ce qui n'était pas pour déplaire à Jean Salem, le spinozisme de ses recherches antérieures, et s'intéresse beaucoup plus à l'aspect aléatoire qui concernait Épicure. Alors ce passage-là, oui, effectivement, ne déplaisait pas à Jean Salem, mais je n'ai pas véritablement vu d'études de ça. Je crois disons que, étant donné qu'Althusser voulait redonner une nouvelle philosophie au marxisme, je pense pas, enfin je veux pas parler à sa place évidemment, hein, surtout en cette période, mais je pense pas que ça l'intéressait beaucoup. Il cherchait vraiment un contact avec les grands textes antérieurs. Par exemple, dans ces trois textes, je n'ai aucune référence à Althusser. Alors vous allez me dire, d'un point de vue strictement biographique, il est complètement post-althusserien, c'est-à-dire qu'il est né en 52, donc il n'a même pas 15 ans en 68, il a 15 ans en 68, hein, vous voyez, on est un petit peu dans cette période. Mais au moment où lui-même commence c'est 15 ans de travail, hein, l'atomisme antique, hein, ça commence... je crois que le Démocrite termine en 96, mais il y a un manuel qui date de 82, le manuel déjà sur les lettres à Épicure. Alors lui à un moment dit 10 ans de travail, peut-être qu'il y a 10 ans un peu plus condensé, mais voilà, c'est cette période. Et effectivement, en ce moment-là, sur la philosophie de Althusser est paru. Alors, Jean Salem, qui avait toujours énormément de tact, a dû relever deux, trois fautes techniques d'Althusser, et c'est normal de toute façon pour un ultra spécialiste par rapport à quelqu'un qui s'y intéresse, qui jette un pont, j'allais dire. Mais effectivement, je crois que ça c'est dans Résistance, l'illustration que j'avais, il disait qu'il préférait nettement ceux qui travaillaient sur Marx plutôt que sur Althusser, sur Freud plutôt que sur Lacan. Il voulait vraiment aller au texte, et ça a beaucoup à voir avec une certaine d'ailleurs esthétique dont je parlerai un petit peu plus tard. Donc alors, moi je suis l'éditeur, un des éditeurs politiques de Jean Salem, et bon, c'est surtout comme ça que je l'ai rencontré. J'avais déjà rencontré son père et sa mère, alors fin de leur vie. Et donc j'ai un petit peu recousu certains fils de sa pensée politique, parce que il avait été empêché, hein, d'une certaine manière, et c'est assez normal pour un... Enfin, on est habitué quand on est communiste. Pourquoi? Donc je vous dis à peu près, oui, il a 15 ans en 68, je ne parle pas évidemment de tout le background familial, vous le connaissez, je n'ai pas besoin de l'expliquer, mais lui-même, après 68, il est au PCF, il a connu cette époque où nous disait-il, il fallait créer des gens du PS pour pouvoir s'allier avec eux, enfin c'était ça, à l'époque du programme commun. Son acte politique le plus important de sa jeunesse, c'est la fameuse lettre au comité central. Je dis fameuse parce que je pense qu'elle avait quand même un certain retentissement, évidemment pour les gens que ça concerne, autour de Jeannette Torres-Vermersch, à lettre au comité central contre Marchais. On est aux abords du 24e congrès, mais en fait ça c'est la réponse au 22e, c'est-à-dire l'abandon de la dictature du prolétariat. On peut dire qu'il est un peu la plume de tous ces gens-là. Je vois il y a beaucoup de médaillés de la résistance dans cet appel-là. On pourrait dire que c'est le camp torésien. Alors ce qui est assez étonnant de voir la façon dont le camp torésien réagit, c'est moins pour insister sur ce qui avait été quand même le génie de Maurice Thorez, les particularités nationale, la nécessité de faire un front populaire, de comprendre comment il fallait résister au fascisme, jusqu'au fameux interview du Times, où il parle quand même des particularités nationales. Mais à cette époque, on avait plutôt un abus des particularismes, jusqu'à justifier un empirisme et complètement mettre de côté le fait qu'il y a quand même un certain nombre non pas de lois au sens positiviste, mais disons d'étapes essentielles dans le passage au socialisme. On avait tendance à nier cela dans le Parti communiste, mais au contraire c'est plutôt pour rappeler certains principes marxistes-léninistes, mais c'est plus subtil que ça. Je crois que
ça a l'air dogmatique présenté comme ça, mais je veux dire, ce qui était particulièrement, j'allais dire, dogmatique, c'était cette espèce d'empirisme vulgaire dans lequel on a sombré à l'époque. C'est pas pour rien que Marx s'appelle dictature du prolétariat. Il dit bien dans une lettre à Veille de Meyer, je ne suis pas l'inventeur de la lutte des classes, moi mon système a été de montrer que la lutte de classe conduisait à la dictature du prolétariat. Donc il y a quand même un certain nombre de... Et puis, bien sûr qu'il y a des particularités nationales, mais disons que la socialisation des grands moyens de production et d'échange, le fait de détruire l'appareil d'État bourgeois sont quand même des nécessités à chaque étape. Voilà à peu près, disons, le camp dans lequel il est. On est début novembre 81. Moi, je l'ai rencontré donc, pour la republication de Rideau de fer sur le Boulmiche. Et là, c'était republié en 2010, mais c'est un texte qui date de 1985 et qu'il avait publié sous pseudo pour des raisons évidentes, mais qui a eu un succès énorme au sein du Parti communiste, hein, parce qu'il était dessiné, était publié chez un petit éditeur qui s'appelait Croix de Chavaux. Croix de Chavaux, c'est vers Montreuil. Je crois que l'éditeur n'existe plus. Hein. Ça devait être un éditeur camarade. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, même Jeannette Torres-Vermèche, quand elle proteste contre la condamnation par le PCF de la répression du printemps de Prague, hein, qui n'est évidemment pas un bien en soi, mais elle pensait qu'il ne fallait pas non plus condamner pour cela l'Union soviétique, d'autant que la route des invasions pour le Troisième Reich avait déjà été le Sudète, voilà quel était à peu près son souci. Il faut savoir que par exemple l'arrière-petit-fils de Marx, qui s'appelait Robert Jean Longuet, avait publié un texte qui s'appelait Au cœur de l'Europe, voilà, et il avait dû le publier par les soins du Parti communiste du Luxembourg, vous voyez, donc c'est une rareté. D'ailleurs, je précise ça parce que j'ai demandé aux ayants droit la possibilité de republier ce texte, ne serait-ce qu'à titre documentaire, et pour l'instant, je ne l'ai pas obtenu. Alors, j'espère que c'est un malentendu qui va se dissiper, mais voilà, je suis particulièrement... intéressé par ces questions parce que j'ai vu comment un grand professeur d'université à la Sorbonne comme Jean Salem n'avait pas la possibilité forcément de pouvoir d'exprimer ce qu'il pensait au plan politique. Donc effectivement, comme je vous dis, ce Rideau de fer sur le Boulmiche publié sous pseudo, effectivement, il a attendu tout ce temps pour pouvoir le reproduire. On a cette grande période de recherche qui s'impose, hein, de toute façon, mais qui a été, il le décrit très bien, il a fait le gros dos. Hein. C'est une époque, il appelle ça les années de plomb. Quand il dit penser par gros temps, je crois qu'il pense vraiment à cette période. Je veux dire, vraiment, il fait partie de cette génération de communistes qui ont beaucoup souffert, j'allais dire, générationnellement, qui s'en ont pris plein la figure, d'autant plus qu'il avait... Lui, c'est peut-être un peu plus, c'est-à-dire intus et incute que d'autres militants, parce que lui, vraiment, l'Union soviétique était son pays un pays d'adoption en tout cas, hein, puisqu'il avait été, ses parents avaient franchi le rideau de fer, comme disaient les gens bien, mais dans l'autre sens, effectivement. Il s'est retrouvé avec beaucoup d'enfants persécutés, de fils de communistes persécutés, hein, donc il avait cet attachement à l'Union soviétique. Effectivement, quand il entendait, lui qui n'avait entendu que des histoires de paix entre les peuples dont on lui parlait à l'école soviétique, enfin dans les Artek, et qu'il entendait comparaison avec le nazisme, évidemment ça le faisait s'hérisser. Mais peut-être, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu la limite de ce courant-là. Je vois un petit peu de recul, c'est que les gens autour de Jeannette Torres misaient beaucoup sur l'Union soviétique. Et effectivement, à partir de Gorbatchev, de toute façon, là, les choses étaient cuites. Donc peut-être... Mais de toute façon, peut-être d'autres camarades plus implantés localement ont pu reprendre le flambeau. Enfin, tout ça, évidemment, se mélange. Donc, effectivement, on le retrouve. Il écrit la postface à Jeannette Torres-Vermèche, la postface de ce très beau mémoire qui s'appelle La vie en rouge, chez Belfond. Et ça, il me confie noir sur blanc. J'avoue que s'il ne me l'avait pas écrit, je n'oserais pas le dire parce que je n'aurais pas le preuve. Il m'avait dit que ce livre a été saboté par son propre éditeur, et y compris par la personne en charge d'en assurer les distributions. Il y a des livres comme ça, il y a des livres souvent que les éditeurs prennent pour les tuer, ça existe. Il y en a d'autres, en fait l'éditeur s'aperçoit que quelque chose ne va pas,
Là, ça devait être par rapport à l'histoire de l'Union soviétique à une certaine période. Donc, et je vous dis ça parce que pour moi c'est incroyable que quelqu'un qui a autant travaillé, qui a autant de légitimité, puisse pas s'exprimer. Voilà, puisse si difficilement s'exprimer. Hein. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. C'est mon témoignage. Il est complètement parcellaire. Hein. Je m'en veux de ne parler que de ça, mais pour moi c'est quand même important parce que ça nous touche tous. Donc effectivement, la personne chargée de la distribution de ce livre de Jeannette Thorez-Vermeersch a dit oui, les communistes, vous avez censuré des gens, maintenant c'est à vous d'être censurés. Sauf que c'est la personne qui était chargée de distribuer le livre. Donc voilà, vous voyez à peu près le problème. Donc non, à partir on est vers 1998. Alors c'est là où il date à peu près. Je ne sais pas si vous avez ce même ressenti. Hein. Je vois des historiens dans la salle. Ce serait intéressant de voir ce qui s'est passé exactement. Mais et il parle de l'époque où les étudiants ont fini de poser le stylo quand on parlait de Marx. Je pense que ça devait être vraiment... c'est un exemple, j'ai remarqué, qui a frappé beaucoup de gens. C'est vrai que ça doit être terrible de parler à des chaises hein, quand on est professeur, se dire dès qu'on évoque le nom de Marx, il y a vraiment eu cette époque où les gens se détournaient complètement. Hein. Enfin, en ex-Union soviétique, il y avait quasiment plus de cours de littérature, les gens faisaient tous du business sous l'époque Helsinki. Hein. Il y avait aussi j'imagine cette atmosphère-là. Je pense que pour les plus jeunes, ou les gens qui l'ont connu un peu à mon âge, qui étaient trop jeunes pour avoir toutes les implications, je crois vraiment que ces années ont été terribles. Et moi, c'est vrai que je l'ai connu dans une époque beaucoup plus euphorisante, finalement, avec un véritable retour de Marx. Hein, c'est ce à quoi on a assisté. Alors pour des raisons aussi là un peu inquiétantes, qui sont le retour de la crise et puis malheureusement la recrudescence de l'impérialisme, hein, qui validait en un sens les thèses marxistes et même les thèses léninistes. Et donc on voit donc Jean Salem, il y a énormément de textes qui sont aussi j'allais dire le fruit récolté sur l'arbre de toutes ces recherches sur l'atomisme. Je pense à Le bonheur ou l'art d'être repart Grottan. Vous avez les 5 variations. Et vous avez des textes sur l'esthétique. Alors pour moi, un bijou, c'est le Vasari ou l'art de parvenir. J'en parlerai. Ça a un rapport aussi avec ses études. Il a eu une licence d'art. Il s'est toujours beaucoup intéressé à ça. Le Philosophie de Maupassant. Oui, on peut commencer à en parler. Par exemple, vu qu'on est dans l'iconographie, on montre des choses à la caméra et au public, mais c'est quand même un des seuls auteurs qui est quand même capable d'imposer à un éditeur, là je vois, éditeur qui a pignon sur rue, qui doit avoir des tonnes de comptables qui vous font j'imagine, enfin, des tas de contraintes pas possibles. Il a quand même réussi à poser un livre sur une illustration pour Maupassant, avec Bronzino, peintre florentin du XVIe siècle maniériste, c'est-à-dire qui alors il n'a rien à voir, mais a énormément à voir avec ses propres goûts, et ça il s'en explique très bien dans le Vasari, et c'est ça aussi moi qui me faisait m'attacher à lui, c'est ce goût minutieux du style, parce que quand j'ai reçu par exemple Rideau de fer sur le Boulmiche, au début je me dis c'est bien écrit, mais c'est plus que ça, c'est pas le bien écrire du lettré, ça va bien au-delà, c'est une sphère de tension perpétuelle vers la recherche d'une certaine grâce, et il a expliqué que pour lui, il y a une période de la haute renaissance, où on est dans la recherche du sublime. Après, il y aura le baroque, recherche de l'effet. Et entre les deux, il y a ce qui est très mal décrit, puisque le terme est fait pour repousser, hein, c'est comme léninisme aujourd'hui, c'est maniérisme. Et pourtant, il dit c'est ce qu'il préfère. À tel point que cette émotion esthétique, il va le rechercher dans d'autres périodes de l'histoire de l'art. Comme il dit, j'aimerais bien qu'on applique ça à une sorte de forma mentis, de cette recherche de la grâce, cette recherche de alors, par exemple, la façon dont Vasari, qu'il n'aime pas pour d'autres raisons, mais la façon dont Vasari décrit le parmesan, il dit una certa venusta, dolcezza, leggiadria, et ça ce sont vraiment, y compris l'idéal de la sprezzatura, qui est forgé à peu près à cette époque, hein, de la Renaissance italienne, une forme de nonchalance dédaigneuse, mais en même temps tout à fait travaillée. Et pour aboutir à quelque chose de tout à fait précis, le ton parfaitement juste. Je vous en parle parce que je sais que beaucoup de gens n'ont pas forcément lu les textes, pas forcément comme étudiants, mais il est frappant que... Enfin, c'était quelqu'un qui débordait de charisme. Je crois que ça... Il y a une espèce de... Bien sûr que c'est une banalité de dire le style c'est l'homme, mais cet homme-là était particulièrement stylé, mais pour des raisons, j'allais dire même
il s'intéressait à ce qu'il appelait dans le manierisme le stylish style, c'est-à-dire parce que pour lui ça faisait partie d'une certaine éthique. Je m'explique. Y compris dans son rapport au grand texte. Les peintres maniéristes sont des peintres qui peignent d'immaniera, c'est-à-dire que leur but est d'égaler Michel-Ange, d'égaler Léonard, se mettre en fait, c'est une logique du décalage, une logique de la citation, mais en même temps ça crée une nouvelle culture. Et on force les traits, on recherche véritablement les courbures, et je crois qu'il était une sorte d'épicurien d'immanière. C'est-à-dire sa manière de... Bien sûr qu'on ne va pas penser comme Épicure, ça n'a pas de sens, on n'a pas du tout le même... mais sa manière même d'être épicurien, elle s'exprimait dans le marxisme. C'est pour ça que d'une certaine manière, il n'y a pas de contradiction. C'est son... Quand je vous disais justement qu'il ne s'intéressait pas trop aux épigones comme Althusser, il préférait aller directement au grand texte. Mais c'est sa manière à lui de faire du nouveau, de quelque chose de tout à fait travaillé. Alors... Bon, à la fin de sa vie, donc vous avez tous ces grands textes. Ce qui est une magnifique aurore, je ne veux pas parler malheureusement de Crépuscule, parce que la mort est venue trop tôt, mais ça a été la création de ce séminaire Marx au XXIe siècle. Et là, je tiens à préciser une chose. Il est tout à fait... pour moi, il n'est absolument pas étonnant que ce soit quelqu'un comme Jean Salem, avec la forma mentis, justement, sa forme d'esprit, thorésienne, qui était à la manœuvre. Pourquoi? Parce que là encore, si on veut essayer de donner un peu une chance au mot thorésien qui a été recouvert par beaucoup de poussière historique, beaucoup de calomnies, rappelons-nous justement ce Maurice Thorez qui pense le large front populaire antifasciste, qui est capable de tendre la main tendue aux catholiques, puisqu'il a dépassé un certain nombre de choses, qui est capable de littéralement créer les conditions pour s'adresser à la nation, pour que le Parti communiste soit capable justement de prendre en charge les destinées de la nation. C'est ça, y compris même la façon dont il brandit aussi le drapeau rouge à côté, enfin le drapeau tricolore à côté du drapeau rouge, la façon dont il le fait. Ce Maurice Thorez-là est celui qui va aider à la création de la pensée. La pensée, vous savez, qui va devenir aussi la pensée libre pendant la résistance, ce sera les grands textes théoriques de la résistance. Je crois qu'il n'y a que là que ça s'est fait. Tout ça provenait du cercle de la Russie neuve. Il y a eu un grand livre qui s'appelait « À la lumière du marxisme ». Vous avez à peu près tous les grands savants marxistes de l'époque. Et une thèse récente d'Isabelle Guarnet, très, très objective. Je ne crois pas que ce soit une communiste. Elle décrit cela comme la véritable introduction du marxisme en France. Bien sûr, on parle toujours de Lafargue, de Gued, on a raison d'un point de vue militant, mais cette revue La Pensée pensait avec la bienveillance de Maurice Thorez, qui avait eu l'intelligence de dire qu'à la fois il n'intervenait pas, il la favorisait, et surtout on est loin du jdanovisme de ce point de vue-là. Donc c'est aussi pour justement, quand je dis qu'il faut donner une chance aussi à ces chemins de traverse historiques. C'est pas pour rien que ce soit Jean Salem qui a été cette personne avec cette grande humilité de faire venir des gens du monde entier et de lancer justement effectivement donner cette parole à tout ce marxisme renaissant, à tel point que le séminaire Marx au XXIe siècle, qui date de 2005, a été est un phénomène international. Je pense d'une ampleur aussi importante que justement que la création de la pensée. Un autre point de comparaison, c'est la revue Die Neue Zeit, l'époque de la social-démocratie allemande, là où vous avez tous les débats sur l'impérialisme, notamment avant la Première Guerre mondiale. La seule chose qui me gêne avec ces éléments de comparaison, c'est qu'à chaque fois, les deux premiers, on est toujours juste avant une Seconde Guerre mondiale, enfin juste avant une guerre mondiale. J'espère qu'avec la troisième, on n'en sera pas là. Voilà, en tout cas... Bon, là aussi, je suis pas historien, mais avec le recul que j'ai, ce qui me frappe, c'est si je vois vers 2004-2005, c'est la création du séminaire Marx, c'est la création, si vous me permettez, des éditions Delga. On a fini par se rencontrer d'une manière ou d'une autre, y compris éditorialement. Pour donner un élément parmi d'autres, pas forcément pour le valoriser, je ne veux pas être jugé parti, c'est la création du pôle de Renaissance communiste en France. À chaque fois, je prends ces exemples parce qu'à chaque fois, on a trois philosophes marxistes de la mouvance communiste à la manœuvre, que ce soit donc Jean Salem pour le séminaire Marx, Michel Couscard pour les éditions Delga et Georges Gastaud pour le PRCF. Et
il me semble que là, bien sûr, les politologues s'intéressent pas trop à la mouvance communiste. Hein, enfin, j'ai dit mouvance communiste un peu comme Dali disait, la différence entre moi et les surréalistes, c'est que je suis surréaliste. Il n'y a pas besoin de l'appeler orthodoxe, parce qu'elle n'est pas orthodoxe, ça n'a rien à voir avec la religion. Mais cette mouvance communiste, bon, c'est les gens qui entendent rester communistes. Ce qui me frappe, c'est que vers 2005, là, on a des signes d'autonomie absolue. C'est-à-dire ces gens, et en plus c'est une autonomie qui va plutôt dans un sens de l'ouverture, du dialogue avec les autres. Mais je crois qu'à partir de là, bon, je sais pas comment il faut appeler ça, mais on peut parler de néo-communisme d'une certaine manière, puisqu'il y a une véritable refondation. Je pense que je m'en rendais pas compte à cette époque, mais là je me rends compte avec le temps, disons, un peu plus de 10 ans après. Et alors, moi j'ai fait un livre d'entretien donc avec Jean Salem, ce qui me navre, c'est que maintenant il prend un peu la forme d'un livre testament, alors qu'il n'avait pas du tout cette fonction-là. C'est un livre écrit en pleine joie, en pleine gloire, on peut dire. Hein. Vraiment, là, je crois qu'il, par rapport au ton beaucoup plus sombre des premiers textes, c'est un livre lumineux. Hein. Moi, je garde cette image-là, et puis ce côté roboratif qui est près qui irradiait, hein, littéralement. À la fin, je crois qu'on termine en disant rien ne nous arrêtera. Alors, malheureusement, rien sauf cette mort qui n'est rien pour nous. Mais heureusement, bon, bah, les livres sont là pour prolonger d'une certaine manière. Et voilà, bah, je vous incite effectivement à prolonger cette amitié par la lecture avec lui. Voilà. Merci Émeric. On va passer la parole au public, puisque l'intervention de Dominique Pagani malheureusement est remise, la participation au débat d'Alain Badiou aussi. Avant de passer la parole au public, je voulais juste dire une chose très brièvement, qui explique d'ailleurs que cette soirée ait lieu ici. Cette soirée à l'initiative de Émeric et d'édition Delga, je rappelle. C'est que j'ai connu personnellement Jean Salem seulement sur la fin de sa vie, enfin assez tardivement, il y a une dizaine d'années seulement, je ne sais plus quelle année exactement, grâce d'ailleurs à Dominique Pagani à l'époque et à ce qu'on faisait ici. Mais curieusement, Jean Salem et moi, nous sommes pratiquement nés à 3 semaines d'intervalle. Et ce qu'il y a d'amusant, rassurez-vous, je vais être très vrai, je ne vais surtout pas vous raconter ma vie, celle de Jean vient de vous être racontée. Nous sommes issus de milieux sociaux et autres radicalement différents, je dirais même de classes sociales complètement différentes. Mais nous avons vécu les mêmes époques, et en grande partie les mêmes événements, y compris ceux qu'on est en train de commémorer de manière assez grotesque cette année. Mais... 68 Oui. On avait à peu près le même âge. Jean avait un mois de moins que moi. On ne s'est pas du tout connus à l'époque. Hein. Donc, mais ce qu'il y a de frappant, c'est que quand les rares conversations qu'on a eues, les livres de lui que j'ai lus, et surtout la pédagogie, son discours pour moi, essentiel, j'ai insisté là-dessus dans le cadre de ce que pourrait être une éducation populaire, son discours de maître non ignorant, on a parlé de son érudition considérable et de son talent à transmettre, justement, qui était d'autant plus remarquable pour moi, c'est que le peu de temps que j'ai connu, et dès que j'ai connu, je me suis aperçu d'une connivence étonnante sur toutes les questions qui avaient de l'importance pour nous. C'est-à-dire le marxisme, la philosophie, sa conception du matérialisme, de Marx, de la dialectique, etc. Mais il avait un talent que je n'ai pas du tout, et d'ailleurs un talent que j'ai rarement vu, à part chez lui, à faire passer ça avec une modestie incroyable. J'ai reçu quand même pas mal de monde ici, je ne vais pas entrer dans les détails, mais alors franchement, de loin, le plus humainement charmant, qui, comme l'a d'ailleurs évoqué Badiou lui-même, désarmait éventuellement ses adversaires, sa simplicité, sa courtoisie étonnante, allait de pair avec un talent de pédagogue tout à fait étonnant. C'est pour ça que j'ai mis certaines de ces vidéos de conférences données à des étudiants, par exemple, où en 1 heure, il résume l'histoire du matérialisme depuis donc Démocrite jusqu'à Marx, et il donne une intelligibilité de tout ça, de tout ce développement. On comprend de quoi il s'agit, on comprend du coup assez bien ce que c'est que le marxisme du coup. Donc,
il faut savoir que justement, et dans la période extrêmement difficile que tu as évoquée, que j'ai vécu sans le connaître, et avec des opinions qui ont finalement, et des idées sur les choses, la vie, la philosophie, qui ont totalement convergé à la même époque de notre vie, et on s'est retrouvé ici. Ce qui me frappait, c'était que c'est une époque, on n'imagine pas, par exemple, tu as évoqué Althusser, à l'époque c'était surtout Lacan qui exerçait un magistère incroyable qu'on n'imagine plus aujourd'hui, y compris sur Althusser, mais Althusser dans les milieux politiques, notamment communistes, ou de gauche, ou d'extrême gauche, pesait d'un poids considérable. Quand je dirais que c'est vraiment un choix délibéré de gens. Je t'ai posé la question de ne jamais évoquer ni Althusser ni Foucault d'ailleurs. Hein, c'est vraiment un choix délibéré parce que c'était difficile à des périodes successives de les ignorer, surtout dans le contexte où il était. Donc s'il les ignorait dans ses livres, c'est vraiment à dessein et à mon avis à raison, à juste raison. Donc, et la deuxième chose, c'est que ce qu'il distinguait de tant d'intellectuels très en vogue encore aujourd'hui, surtout dans le cadre académique et universitaire, c'était que Jean avait la clarté et la distinction cartésienne, c'est-à-dire qu'il ne jargonnait jamais, il maîtrisait son sujet, il n'avait pas tendance, comme disait Nietzsche, qui parfois avait des moments de lucidité, à... Nietzsche disait « Je suis là de ces poètes qui troublent leurs eaux pour qu'elles paraissent profondes ». Alors je peux vous dire ça, à partir des années 70, on en a été saturé. Et alors, Jean, vraiment, je ne l'ai pas connu à cette époque, mais dans ce que j'ai vu qu'il faisait, ce qu'il a écrit par la suite, était complètement dans une totale extériorité avec ça. Je conclus, et c'est bien pour ça qu'il était un pédagogue, un passeur, un transmetteur absolument essentiel de la pensée de Marx. Voilà ce que je voulais dire. Et vous allez retrouver ça à peu près dans tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a écrit. J'ai pas tout lu, contrairement à Émeric, évidemment, mais je confirme. Si je rajoute les articles, ça fait... C'est écrit, comme Émeric le rappelle, avec un style qui est l'homme, hein, pour rappeler le contexte, je ne vais pas faire le cuistre et le pédant, mais ce style avait une vocation utilitaire. On a parlé d'utilitarisme, c'est-à-dire c'était le style de la transmission d'un savoir, d'une connaissance, et qui plus est dans une perspective militante. Voilà, et ça c'est très important, et tout en l'ayant découvert tardivement, c'est ce qui m'a donné, ce qui m'a le plus ému le peu de temps où j'ai connu Jean. Et moi j'ai été frappé parce que tu l'avais invité pour La démocratie de caserne, qui est son dernier ouvrage, là, donc effectivement qu'il avait écrit, là c'est pas comme Résistance, il l'avait écrit sous le coup de la maladie par devoir. Et pressé par Miguel Urbano, qui était encore un héros de la même génération que son père, mais le côté portugais, ça a un rapport avec la guerre en Angola. Et c'est comme ça qu'il avait fait ce livre, et il était venu le défendre ici. Je parle aussi dans ses non pas derniers combats au sens où ça a duré longtemps, je crois qu'il y a des représentants dans cette salle, il a beaucoup aidé le comité international pour les luttes démocratiques en Corée du Sud. Je crois que c'est 4 ou 5 voyages en Corée du Sud, je sais pas quel... je sais pas confirmer. Ouais. 6, pardon, voilà. Alors, vous voyez à quel point c'était un sujet qui le touchait à cœur, et effectivement son dernier texte, c'est la préface au livre de Robert Charvin, Comment peut-on être coréen du Nord, livre effectivement qui ramène à Montesquieu, mais finalement à l'humanisme, hein, quand on pense à... c'est-à-dire que il faut d'abord s'interroger sur nous-mêmes. Est-ce que des gens ont le droit d'être différents de nous, d'avoir un autre système que nous et c'est pour ça que je mets bien ce titre. Il a donné aussi sous sa chance. Il a fait une préface très minutieuse, hein, sur les tensions nucléaires. C'est là aussi où les communistes ont leur rôle à jouer, puisqu'ils ont refusé cet utopisme niais, béat, de dire il suffit de recommencer à zéro. Bon, bah, s'ils avaient encore quelques liens avec des gens dans ces pays, c'était au moins, c'était évidemment pas pour copier tel ou tel modèle, ça c'est une vision caricaturale, mais donner une chance à la paix, donner une chance au dialogue. Et aujourd'hui, ce que j'observe, pour moi, c'est une très juste cause, et qui lui ressemblait bien, parce qu'elle a priori pas du tout sympathique à beaucoup de gens, vu le tombereau de propagande qu'il y a. Et au contraire, elle concerne véritablement la défense de la paix. Et aujourd'hui, bah, finalement, quand je vois que les Coréens du Nord et du Sud arrivent à se parler
sans passer par les États-Unis, qui, je le rappelle, ont quand même détruit Hiroshima et Nagasaki dans la région, et je crois qu'il restait un seul immeuble debout à Pyongyang après la guerre de Corée. Il est quand même... Il faut se réjouir justement que les Coréens arrivent à régler leurs problèmes par eux-mêmes, c'est quand même la moindre des choses. Et voilà encore un de ces beaux combats qu'il a fait et qui lui ressemblait bien en fait. Hein. Parce que vraiment la ligne de crête, difficile à faire, mais qui se moque complètement du candidaton et qui détermine la ligne juste. Si c'est pas un acte philosophique, ça j'en vois pas d'autre. Hein, voilà. On va laisser la parole à la salle, je vois plein d'amis, des gens aussi émus qui veut que nous. apporter un témoignage, intervenir. Plus on est ému, plus c'est difficile de parler, effectivement, je comprends très bien. Et peut-être qu'on fait les choses trop tôt, d'ailleurs, malheureusement. Voilà. Je ne sais pas, oui, vas-y. Est-ce que vous pouvez dire 2 mots sur le matérialisme, des apports théoriques? Vous avez dit que, en gros, sa démarche c'était de revenir au texte, mais ça peut être aussi bien stérile, l'occasion d'une glose un peu pédante, que quelque chose de fécond. Donc, est-ce que vous pouvez donner un exemple de cette fécondité, de cette démarche-là, et en quoi, en gros, il a apporté quelque chose de plus que ceux qui l'ont précédé sur cette question bien précise du matérialisme? C'est justement là où j'imagine que quelqu'un qui n'a pas le point de vue militant que beaucoup de gens ont certainement dans cette salle, se disent, il y a l'œuvre scientifique et il y a les opéras minora. Mais non, pas du tout. La politique est un souci constant. Et parce j'ai essayé de montrer qu'elle est en amont de son œuvre, des choix qu'il fait. Et bien entendu que s'il lit Épicure et Démocrite, c'est aussi pour les comparer au jeune Marx. Mais pas que, par rapport à toute l'histoire du matérialisme, essayer faire émerger toute cette grande lignée. Même Lénine disait qu'on n'avait pas assez travaillé ces matérialistes, y compris du XVIIIe siècle. Hein. Alors bien sûr que Marx, dans la première thèse sur Feuerbach, parle du caractère actif de la connaissance qui est à mettre au crédit l'idéalisme allemand, qui est plus fort que le matérialisme dit vulgaire. Mais alors ce qui est drôle aussi, c'est que si Marx a été pris en défaut, c'est par les spécialistes du matérialisme. Je ne sais pas si vous savez cette histoire. Le seul point où on sait que Marx a joué de la photocopieuse, si je puis dire, si je fais un anachronisme, c'est dans la Sainte Famille, c'est un texte de Renouvier qu'il a littéralement recopié. Il devait, à mon avis, il devait rendre sa copie très rapidement. D'ailleurs, le texte est un petit peu plus faible. Et Renouvier est un spiritualiste du 19e, et il a fallu je crois que c'est Olivier Bloch, qui était membre du Parti communiste, qui a révélé la chose à la fin des années 70. Donc, évidemment, sa gloire s'en remettra, hein, c'est pas ça qui... Mais voilà, mais c'est bien aussi de ne pas avoir un point de vue non plus complètement... c'est pas les Écritures, c'est pas les Saintes Écritures. Hein, mais voilà, à chaque fois il s'agit de rejouer le matérialisme en fait, hein, et y compris avec un surcroît d'attention avec la matière, hein, c'est pas quelque chose de... voilà, c'est l'interrogation philosophique, la faculté d'admiration, voilà, l'étonnement, voilà, c'est ça qui quand même préside à la... Et y compris avoir ce recul par rapport à son propre cheminement marxiste, pouvoir de réinterroger les concepts, voilà. Mais effectivement, les grands débats sur la dialectique, c'est pas chez lui. Même la dialectique, il a une manière le clinamen de totalement se mettre en dehors de ce schéma. Mais à mon avis, c'était une chance justement, c'était une chance heuristique de pas essayer de rentrer. Il a dit qu'il voulait pas faire la similienne thèse sur Marx. Il n'a pas fait non plus la similienne thèse sur la dialectique chez Marx, hein, où d'autres évidemment ont excellé, mais c'est encore un autre sujet. Voilà. Et tiens. Est-ce qu'on peut avoir quelques repères biographiques? Parce que moi je pense qu'il a eu quand même une vie assez mouvementée, déjà avec ce qui s'est passé avec son père, et lui il a vécu je crois en Union soviétique, mais je ne sais pas à quelle époque et tout. Et tout ça, ça doit se refléter un petit peu sur sa façon de d'écrire. Oui, tout à fait. En fait, il a connu son père est arrêté en 55. Enfin, il rentre dans la clandestinité en 55. Vous avez peut-être des gens plus calés que moi sur l'histoire de la guerre d'Algérie. Donc lui, il est né en 52, il est né fin 52. Donc c'est pour dire qu'il ne connaît pas son père. Son père, il va le rencontrer, il va le voir pour la première fois, il a 9 ans. Je crois. Alors après l'évasion d'Henri Alleg, Henri Alleg était à la prison de Rennes
Brest, non, Rennes, de Rennes. Et il se fait évader avec la complicité de membres du Parti communiste français. Et de Gilberte. Et Gilbert, voilà, d'accord. On l'oublie même dans les journaux, elle est oubliée. Ah non, mais je veux en parler, Gilberte, non, parce que, non, bien sûr. quotidien. Oui, Gilberte, bien sûr, ça c'est, faut parler du couple, hein, ça c'est évident. Et donc ils partent à Prague. Et il en parle un peu dans Mémoire algérienne. Il y a Henri Legge a écrit un ouvrage important. En fait, c'est aussi déjà une plume, Henri Legge, mais beaucoup plus en style journalistique. Hein, Egon Erwin Kisch, je sais pas si vous connaissez, c'est beaucoup plus ce style-là. Et donc il en parle dans Mémoire algérienne. Il dit au début ils nous ont mis dans un espèce d'hôtel, et puis quand je voyais mon fils Jean prendre la carte, une carte qui devait faire 50 pages, et puis au bout d'une demi-heure terminée par le steak frites immanquablement, j'ai dit bon, on arrête et on le met dans une école normale, j'allais dire. Ils ont vécu, donc il y a une toute petite période de transition, et puis ils ont vécu une vie tout à fait, j'allais dire la vie de monsieur tout le monde. Alors sauf qu'il allait à l'école russe, il n'a pas pris le tchèque, il a pris le russe. Et quand ses parents sont passionnés pour la révolution à Cuba, et ben lui a passé beaucoup de temps dans des artèques en Union soviétique, où paraît-il il a rencontré les fils Mitterrand. C'est à l'époque. Je sais pas lesquels, il y en a qui s'appelait Papa Madi, je sais plus, vous savez, le spécialiste de l'Afrique là. Donc c'est encore une autre époque, hein, parce que voilà. Et d'ailleurs, il manquait pas de rappeler que le coût maintenant de ces vacances, qui étaient des vacances prolétariennes, hein, pour tout le monde, ça doit être, ça a dû monter à plusieurs milliers d'euros pour que des gens puissent se mettre les pieds dans l'eau en Russie, voilà. Et là, il est très franc sur en même temps les problèmes. Il dit bien, c'était magnifique, on me demandait de parler de la Commune de Paris, et bon, parfois dans le frigo, on avait un peu faim, un petit problème d'approvisionnement. Bon, il cherche pas à cacher les problèmes qu'il y avait. Mais bon, ce qui retient, c'est surtout la grande solidarité internationale, hein, ce qu'on appelle l'internationalisme prolétarien. Donc, effectivement, imaginez, moi je suis plutôt hegelien de formation, hein, je veux dire, il n'y a pas d'essence cachée, l'expression, il n'y a pas de chose en soi, hein, l'expression exprime toujours quelque chose. Si ça avait été un mensonge pendant 70 ans, la paix mondiale, l'amitié entre les peuples, un mensonge qu'on aurait caché pendant 70 ans, bon, j'allais dire c'est du trotskisme mental, hein, d'imaginer que... c'est toujours pareil, les gens arrivent pour faire exactement le contraire de ce qu'ils disent, et c'est un préjugé romantique en fait, à mon avis. Bon, lui justement, c'est ça qui était intéressant, c'est qu'il était... il était soviétique, quoi, avec cet état d'esprit. C'est l'homo soviéticus, finalement. Un drôle d'homo soviéticus, comme vous le voyez. Un peu dandy, hein, parce que vous avez plutôt tendance à dire que l'homo soviéticus, c'était, au contraire, la manière dont Todd en parle, c'est catastrophique, comme ça, au côté ras des pâquerettes. Non, à chaque fois que vous voyez, c'est des individualités. Hein, justement, le propre du socialisme, c'est de faire des individus différenciés, et pas des gens qui se différencient par leur compte en banque. Voilà, c'est une belle figure. Et c'est vrai qu'en même temps, je crois que ça a été un peu la raison de ce véritable... C'était très lié quand même à l'Union soviétique, y compris pour les Torres, hein, c'est pareil. Hein, je veux dire, il y a même une ville qui s'appelle Torres là-bas, hein, je crois que c'est des et puis, donc justement, cette histoire, évidemment, disparaît brutalement avec l'Union soviétique. Mais pour moi, il existe aussi... il existe des communistes dans tous les pays, il existe un communisme français qui a son histoire propre, à laquelle il appartient indéniablement, qu'il a contribué à reconstruire. Pour moi, plus j'y pense, plus je vois la perte que c'est, parce qu'y compris je parle pas simplement des livres qu'il publiait chez nous, mais le soutien moral que c'était, pour moi, c'était un véritable pilier. Et d'une certaine manière, c'est quelqu'un que j'interrogeais parce que il était lui-même déjà le rejeton de quelque chose. Le fils de quelque chose, cette manière dont il se défendait. Et donc ça nous apprend aussi, puisqu'on est dans une période de transition. Je parlais de ce renouveau du communisme. Bon, ce qu'ils adorent, hein, ils pensent qu'en gros, on va tous crever les uns après les autres et tout ira bien. Ils ont juste oublié que la contradiction capital-travail, elle est là, que on n'a pas détruit la baisse tendancielle du taux de profit, c'est pas effondré avec le mur de Berlin, que vous pouvez pas fusiller les idées marxistes. Fusiller un marxiste, mais pas les idées marxistes. Bon, alors la question c'est comment est-ce que ça repart? Moi, je pense qu'il faut
Il y a plus, finalement, c'est assez bizarre, parce que c'est une tradition de pensée qui a eu son dogmatisme, etc. Mais dans la famille communiste, les gens qui se rattachent au moins à une expérience historique ancrée dans le XXe siècle, je pense qu'il y a une chance heuristique. Parce que là, on peut réfléchir sur ce qui s'est véritablement passé. Je trouve que... Alors moi, je veux bien discuter avec tous les marxistes, tous les gens qui pensent que, de toute façon, les choses seront nouvelles, on fera les choses de manière complètement différente. Il faudra les faire... de toute façon, ça se présenteront de manière différente. Mais on va pas enjamber complètement le XXe siècle. Alors, il y a eu dans tous les articles, il y en a un qui est très bien, c'est l'exception de l'exception, parce que c'est dans Libération, mais c'est Robert Marjorie, dont il m'avait dit qu'il était indépendant par rapport à la rédaction de Libération, ce qui expliquait sa réaction. Et il n'avait pas peur d'en faire le dernier témoin du XXe siècle. Au sens, c'est vrai, au sens du court XXe siècle, comme dit Hobsbawm, hein, c'est-à-dire ce court XXe siècle est encadré par 1917 et la chute de l'URSS. Il a regardé ce monde, il l'a vu. C'est pour ça qu'il a la dignité d'un penseur antique, parce qu'il l'a vu avec un regard cornélien. Il a vu vraiment des exemples. Hein. Il suffisait de penser à ses parents, mais le fait qu'il ait à la fois une famille réelle qui sont les Haleg, Salem et la famille Torres, d'une certaine manière, bon, il baignait littéralement là-dedans, dans ce communiste français. Donc en un sens, il est témoin, mais il est aussi, son séminaire ne s'appelle pas pour rien Marx au XXIe siècle. Hein. Il est un passeur. Il y a de grands passeurs dans l'histoire du mouvement ouvrier. On pense à Buonarroti, qui a fait passer du jacobinisme au 48 arts. Hein. Camellina, ce personnage imprimeur de la Commune de Paris qui fonde le Parti communiste français en 1920. Il y a de grands personnages. Il est typiquement un penseur de transition. Si j'insistais sur son goût pour le maniérisme, mot totalement mal nommé, qui n'a absolument rien à voir, c'est parce que c'est une époque, vous savez que c'est une époque de l'art florentin et romain qui arrive après le sac de Rome en 1527. C'est une période extrêmement sombre. Et en même temps, bizarrement, c'est une sorte d'esthétique de l'inquiétude. C'est comme ça qu'il a décrit en fait. Et lui-même avec c'est pour ça que son œuvre politique et son œuvre esthétique, son œuvre philosophique sont complètement liées. Elles ont partie liée avec en fait ce souci qu'il a d'exprimer les soubresauts de son temps. Il a été un satiriste de ces années de plomb, une sorte de mémorialiste à sa manière. Et ça, comment dire, on le voit je crois que c'est ça qu'il voulait exprimer dans ces bonzinos qui peuplent son livre sur le bonheur, qu'est-ce qu'on peut montrer le parmesan, voilà, je sais pas. Voilà. Je m'égare, je prends encore un chemin de traverse qui pourrait nous amener vraiment très loin. Alors avec lui on va très vite, mais après on sait plus dans quel monde on est. Il y a paraît-il plusieurs mondes dans l'épicurisme. Oui, je voudrais trois petites observations. Enfin, une toute personnelle sur laquelle je passerai très vite parce que ça n'a pas d'intérêt particulier, c'est simplement, puisque c'est une soirée de commémoration, enfin, dommage, je préfère ce mot. À Jean Salem, je vais quand même en dire deux mots. Moi, je l'ai connu à la fin des années 80, tout début des années 90, et j'ai failli faire ma thèse avec lui, et ça portait sur la démocratie directe, et ça ne vous étonnera pas, parce qu'il ait été d'accord à l'époque pour travailler avec moi, qui est quand même 4 ou 5 ans de plus que lui. Et manque de bol, ça n'a pas pu se faire parce que j'avais un métier qui a fait que j'ai quitté la région parisienne et que bon, c'est un petit peu perdu de vue. Mais simplement, je tiens à dire que c'était quelqu'un qui a été tout de suite intéressé par le thème et on comprend mieux pourquoi, parce que c'est quand même un spécialiste de la culture grecque. Ce qui m'amène au deuxième point. Alors, deuxième et troisième point, tu me diras si tu es d'accord ou pas avec ce que je vais dire. Moi, je ne connais pas un auteur français, philosophe, historien, politique, puisqu'il avait aussi un diplôme de Sciences Po. Hein, voilà, il avait aussi fait de l'économie. Bon, qui est aussi complet et qui a aussi bien écrit. En plus, il écrivait bien, c'est vrai, sur voilà, les trois philosophes grecs qui, pour un matérialiste, sont tout à fait fondamentales, bien évidemment. Démocrite, Épicure et Lucrèce. Et il en parlait très bien, je veux dire. Et c'est là qu'on sentait que c'était un pédagogue, parce que je n'ai jamais calé sur ces trois bouquins que tu as cités, sur un passage tellement il savait l'expliquer. Et le troisième point, et ça explique peut-être qu'il ait été aussi clair sur les trois bouquins dont tu as parlé, et d'autres, c'est que c'était un marxiste, c'était un léniniste, et que jamais il n'a capitulé,
au fur et à mesure que malheureusement le déroulement historique n'allait pas dans le sens qu'on aurait pu souhaiter. Et c'est ce qui, à mon avis, explique qu'il ait été aussi clair sur le matérialisme antique, sur l'atomisme, etc. Parce que c'était un dialecticien, parce que c'était un léniniste, parce que c'était un marxiste. Et avec ça, effectivement, fort de tout ça, c'est quelqu'un qui n'a jamais cédé, c'est quelqu'un qui n'a jamais capitulé. Et la meilleure preuve, c'est qu'il a effectivement créé ce séminaire sur Marx au XXIe à une époque où n'importe quel autre, enfin beaucoup de philosophes, d'historiens et de politiques qui se prétendaient communistes ont capitulé sans condition. Voilà. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, il ne l'a pas fait. Et je crois qu'on lui doit une fière chandelle. Et je pense que si les choses peut-être évoluent mieux dans le sens qu'on souhaite après, il n'y sera pas pour rien. Ah, bravo. Ouais. Et d'ailleurs, le livre que tu as fait paraître récemment, là, est un des succès d'année. Oui, c'est ça finalement. Voilà, c'est ça. Corrigé avec un grand prof communiste. D'accord. Comme disait son père, qui est Francine de Michel. Il faudrait. Oui. C'est intéressant d'en parler. Oui, d'ailleurs, quand on pense, il y a des textes un petit peu amers, enfin doux amers sur ses amis qu'il a plus ou moins perdus, à l'époque mitterrandienne en fait. Il y en a un qui est dans Sagesse pour un monde disloqué, ça s'appelle À mon psy. C'est sur le mode, on a l'impression une confession à la Woody Allen, mais en fait c'est pourquoi tout le monde se détourne, pourquoi mes amis me quittent, que sont mes amis devenus quoi en fait, à part, mais oui ça je crois que ça a été frappant, surtout dans son milieu. Oui. Et alors moi j'avais même du mal à le croire, alors que pourtant je suis un petit peu blindé sur les histoires de communisme subissant des tracasseries pour ne pas dire plus. Mais il me disait que le fait d'être le fils de son père était un poids. Hein. Il était constamment attaqué là-dessus. Hein. Les gens ne le rataient pas. Hein. Ça vous paraît dingue parce que vous êtes tous plus ou moins me bévir, même si vous n'êtes pas communiste, si vous vous intéressez à la... Mais non, il y a la bourgeoisie, quand elle a une rancune, elle la garde jusqu'au bout. Hein. Ouais. Ben, il suffit de se souvenir de... Bon, paix à son âme, il est décédé il n'y a pas très longtemps, mais quand même un type qui était une immonde saloperie, Glucksmann. Celui-là, mais il y en avait plein d'autres comme lui à l'époque. Il faut imaginer la haine que pouvait exprimer toute une catégorie d'intellectuels à cette époque-là, quand ils ont eu leur heure de gloire, quand leur moment est venu, hein, à l'encontre de gens comme la famille Salem. Le Père, le Fils, j'allais dire le Saint-Esprit, de la même manière, hein, c'est-à-dire Marx. Et donc, j'ai traversé cette époque en n'étant pas du tout confronté aux difficultés, parce que moi, je ne vais pas entrer dans les détails, j'avais absolument pas ce genre de problème, ni professionnels, ni sociaux, mais j'ai assisté à ça. Et c'était au-delà du répugnant. On n'en prend pas trop la mesure aujourd'hui, mais c'était extrêmement violent. Et pour quelqu'un qui, comme Jean Salem, a eu une carrière, voulait faire une carrière, a fait le choix d'une carrière universitaire, voire académique, c'était particulièrement terrible à affronter, je pense. Ça l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui. Je veux dire, ça s'est pas beaucoup amélioré dans le milieu universitaire, à ma connaissance. Mais à l'époque, c'était d'autant plus violent qu'ils prenaient leur revanche. Hein. Il faut voir ce que c'était que la période à partir du début des années 70, en particulier l'arrivée des nouveaux philosophes comme un certain nombre de guignols, dont Glucksmann et autres. C'était du rude hein, pour les gens qui étaient en face, et ça ne s'est pas arrangé par la suite. Donc, un des mérites, comme tu dis, de Jean, c'est d'avoir affronté ça, de n'avoir jamais reculé ni cédé, pas plus à cette époque-là que dans la période récente. Hein. Et on a évoqué, donc, il y a une de nos camarades coréennes qui a tenu à venir ce soir. J'avais été invité à la petite cérémonie qui a été faite par les Coréens du Sud, les communistes coréens du Sud, qui ne peuvent pas se déclarer communistes parce que ils se font parce que le Parti communiste est embastillé, mais les militants qui ne sont pas en prison sur place et qui néanmoins se déclarent militants, je veux vous dire que ça c'est du militantisme qui fait que, contrairement à ce que pense Maggiori, ce n'est pas du passé, parce que en gros Jean serait un témoin d'un passé, d'une espèce d'archéologie, comme ils disent, lointaine, il faut les saluer, voilà, les héros du passé. Ben non,
Je peux vous dire que j'ai vu il y a quelques jours une trentaine de jeunes gens dans une salle un peu cryptique, mais tout à fait institutionnelle, qui ont chanté l'Internationale, le point levé en coréen. En mémoire et en hommage à Jean Salem. Donc, et je vous passe d'autres détails très émouvants, mais on n'est pas là pour faire du sentiment. Donc, c'est ça qu'il faut rappeler. Il n'était pas dans une espèce de mélancolie nostalgique, dans des combats d'arrière-garde ou des choses comme ça. C'est pas ça du tout, hein, Jean. C'est-à-dire que lui voyait bien le réel rationnel tel qu'il avait réellement lieu, avec sa grille, son idéologie de bon matérialiste marxiste. Et il a bien vu que c'était ça qui donnait un sens à une vie, et en particulier une vie de militant comme la sienne. Et au même moment, il y avait ces commémorations en Corée, et un message de Pepe Mujica à l'hommage, qui était l'ancien président de l'Uruguay, qui, vous savez, je crois, devait rouler en 2 chevaux, enfin avait renoncé à tout privilège. Voilà, donc ça nous rappelle, on a parlé de communisme français, mais il faut aussi savoir, la chance aussi avec le marxisme, c'est que ça peut repartir d'à peu près n'importe où. Il n'y a plus de théorie forcément du centre du capitalisme ou du maillon faible, bon, voilà, les choses peuvent... voilà, et pour ça je remercie les camarades coréens que j'entreaperçois, voilà, d'être ici, parce que ça nous rappelle, par leur présence, ils nous rappellent aussi ça, voilà. Bon, s'il n'y a pas d'autres interventions, on va conclure en vous remerciant. Il y a si. Je ne sais pas si je vais réussir à bien la formuler, parce que j'étais un peu près de degré zéro en philosophie. Non, mais j'ai lu surtout les œuvres politiques de Jean Salem, pas tellement les œuvres philosophiques, mais là j'entends parler de philosophie et ça m'intéresse. Notamment sur le fait qu'il ait fait l'impasse, enfin pas l'impasse, mais disons qu'il ait refusé de parler d'Althusser, etc. Je voudrais savoir comment on peut s'en servir, à ton avis, dans la lutte actuellement, parce qu'on voit bien d'où ça sort. Une fois, je suis pas très fort en philosophie, mais actuellement, à Nuit debout, il y a des gens qui nous disent qu'il suffit d'attendre d'être affecté, quoi. Il y a plus tellement besoin. Oui, mais oublie Nuit debout, tu as vu où ils en sont. Donc de toute façon, c'est pas... Il y a quand même une certaine violence, et qui, quand même, à mon avis, le descendant de ça. Et le problème, c'est que comme Jean Salem n'en parle pas, du coup, il n'y a pas la critique dans Jean Salem, et il y a quand même, dans ton parcours militant, enfin dans le mien, actuellement, tu rencontres beaucoup de gens qui sont pétris de ça. Comment est-ce qu'on peut se servir de Jean Salem si je peux me permettre, je te laisse ajouter quelque chose. C'est mon voisin, donc je tiens à lui faire une réponse. Mais je vais te laisser. Si tu regardes la vidéo que j'ai mise en ligne comme préambule à cette soirée, où en 1 heure, Jean, pour un public d'étudiants apparemment, parfois d'ailleurs pas très courtois, puisqu'il les rappelle à l'ordre au début de sa conférence, leur donne l'intelligibilité de manière absolument remarquable de clarté, comme il savait le faire, de qu'est-ce que c'est que le matérialisme de Marx. Tu verras qu'à un moment donné, il répond à une question à la fin, tout à fait à la fin, donc dans la toute dernière partie, sur la manière dont en permanence ses collègues universitaires plus jeunes, qui ne connaissaient plus rien au marxisme depuis déjà belle lurette, le sollicitaient pour la seule médiation qui les intéressait, c'était rabattre Marx sur Spinoza. Donc tu vois, c'est un début de réponse à ta question. Tu verras ce que répond Jean. Et c'est un des nombreux points de convergence totale que nous avons. Tu verras une autre réponse. Alors peut-être qu'il aura l'occasion de venir la faire ici de nouveau parce qu'on va le réinviter. Dans une vidéo, ou une des dernières vidéos qu'a fait Bourgeois ici à la librairie, où il évoque justement cette question de la manière dont l'espèce de Spinoza de Deleuze et de ses suiveurs jusqu'à Lordon, y compris des gens qui étaient vraiment philosophes et compétents, ce qui n'est pas le cas de Lordon, comme chacun sait, traite la question, mais les quelques mots que dit Jean à ce moment-là te laissent comprendre comment ça a été, il s'est inscrit complètement en opposition avec les différentes manières de récupération qu'il pouvait y avoir. Et sur Althusser, donc pour avoir eu pendant toute sa vie jusqu'à maintenant le même âge et m'être intéressé, bien que d'un horizon complètement différent, aux mêmes choses, je peux te dire que l'althussérisme et ses conséquences diverses et variées ont été désastreuses
en particulier pour d'un point de vue bien sûr idéologique et autres, mais social et politique aussi dans le camp intellectuel. Et donc c'est intéressant de savoir effectivement, de creuser la question de pourquoi, en connaissance de cause, il a soigneusement ignoré, il n'est pas le seul quand même, j'en connais quelques autres, totalement, que ce soit Althusser, Foucault ou autres. Et maintenant, je passe la parole à qui connaissait très bien et qui était difficile d'ignorer à l'époque, je peux te dire. Encore une fois, que ça ait des conséquences que tu décris, je suis absolument d'accord, et c'est pour ça que ma question, c'est comment on se sert de Jean Salem pour en faire une critique effective. Bon, alors je laisse Émeric répondre. Je comprends d'autant mieux la question que j'en connais un peu les soubassements. Je sais que tu te dis d'autant plus mauvais en philosophie que tu es brillantissime en économie. C'est pas. Mais justement, comme tu es calé en économie, tu penses que Lordon a une signification dans l'ordre philosophique parce que tu penses que ce serait l'équivalent de ce qu'il a fait avec la théorie de la régulation ou je sais pas. Pour moi, il y a un lien dans le fait que chez Lordon, c'est peut-être caricatural, mais je ne pense pas tellement, il n'y a pas d'histoire, pas de lutte des classes, il y a un déterminisme absolu. Et en fait, le seul truc qu'il reconnaît chez Marx, c'est l'aliénation. C'est un marxisme occidental qu'on connaît bien, notamment en économie. Il y a des dingos aux États-Unis qui s'appellent les marxistes analytiques. Je vous encourage à lire ça si vous avez des dimanches à perdre. C'est tout dingue. Et du coup, finalement, il n'y a plus qu'à attendre d'être déterminé par la sainte affection. Oui, mais c'est exactement le thème que l'on abordait. Hein. C'est le rapport à Spinoza, la manière neuneux dont Spinoza a été convoqué. Non, justement, il n'a pas forcément à rentrer en polémique. Moi j'ai l'esprit pamphlétaire, mais je suis un auteur mineur évidemment. Donc là vous pouvez lire les auteurs mineurs de ce point de vue-là si vous aimez les pamphlets. Ça, moi, Et encore sur Lordon, j'ai botté en touche, hein, voilà, parce que j'ai plutôt voulu traiter ça par l'ironie. Mais non, oui, précisément lui qui est dans les grands auteurs avec ce sérieux académique se sent pas obligé de traiter les choses qui surtout ont un précédent, parce que je veux dire le spinozo-marxisme, vous avez ça il en parle dans Plekhanov. Il y a un livre de Jean Salem, édité par Jean Salem, c'est-à-dire où il a écrit un article dedans avec d'autres universitaires sur Spinoza. D'ailleurs, il fallait vraiment tout son prestige pour qu'il écrivît un texte anti-Plekhanov. C'est-à-dire le plus spinozo-marxiste de tous. Et d'ailleurs, il rappelait malicieusement à la fin, ça je ne savais pas, qu'à l'époque, Plekhanov se servait de Spinoza pour lutter contre le néokantisme. Et en fait, à la fin de sa vie, il se précipite vers le néokantisme pour aller à Canossa et soutenir l'union sacrée, avec un esprit, là, au contraire, national. Donc, effectivement, je crois que c'est pas à Spinoza qu'il en voulait, c'est cette espèce d'appauvrissement du marxisme, parce que chez Spinoza, l'âme il dit du corps, mais le corps n'est pas encore un produit d'histoire. Disons que c'est le grand apport hegelien par rapport à Spinoza, mais c'est moins par l'hégélianisme qui critiquerait ce point de vue-là que plutôt par une recherche de l'aléatoire. Alors les questions de l'aléatoire, elles ont... oui, parce qu'effectivement, tout ça c'est chez Épicure. Il y a une dialectique de la nécessité de l'aléatoire, disons. Faut la prendre aussi sur ce terrain dialectique, quoi. Mais... Parce que chez Lordon, il n'y a pas de phénomène. Non. Oui. Je peux répondre d'un mot à ta question. En réalité, comment utiliser le travail essentiel de Jean dans ce champ-là? C'est très simple. Le matérialisme, c'est la réponse. Et tel qu'il le vulgarise, qu'il le décrit et qu'il l'explique, et son rapport absolument intrinsèque avec la pensée de Marx, c'est la réponse immédiate. Parce que la seule chose qui va manquer à ce moment-là, c'est la dialectique. Évidemment, il n'a pas développé cette question-là, Émeric l'a rappelé, c'était pas sa tasse de thé, mais le matérialisme, c'est au centre du moment Marx dans l'histoire de la pensée, hein, c'est une thèse sur Feuerbach. Donc, il parle beaucoup de Feuerbach, et souvent, et très bien, Jean. Voilà comment l'utiliser, repartir d'un point de vue bien informé, ce qui n'est pas le cas des gens, je ne vais pas répéter leur nom indéfiniment, qui occupent, mais enfin de moins en moins le terrain. Ils sont quand même complètement secs maintenant parce que ça les a menés nulle part et ils n'iront pas plus loin de toute manière. Donc dans le débat aussi bien politique que théorique, philosophique, je ne parle même pas des aspects économiques. Je connais bien, mais on en parlera peut-être si ça t'intéresse une autre fois. Comment dirais-je? Comment utiliser c'est un des nombreux champs où
où le travail de Jean nous apporte un outil essentiel, hein, eh bien justement bien comprendre quand et comment et pourquoi Marx est un matérialiste et quel type de matérialiste est-il, justement un matérialiste dialectique, mais précisément sur le point, la tarte à la crème, le cliché habituel, que ce soit d'un point de vue académique ou autre, ou mondain, de la détermination, avec l'espèce de mode débile de Spinoza, avec même des inepties, ça vend bien, hein, mais ce qu'écrit Lenoir, le tissu d'ineptie de Frédéric Lenoir, c'est pas fondamentalement différent des niaiseries colportées aujourd'hui par Lordon, mais par toute une série de générations qui l'ont précédé et que Jean a eu à affronter. Voilà la réponse. Donc, bah oui, c'est en leur disant, bah non. C'est absolument impossible de rabattre Marx sur Spinoza. L'intellection, la liberté, enfin patati, vous connaissez les tartes à la crème habituelles, les poncifs qu'on nous sert. Mais ça, un fin dialecticien de droite, pas du tout communiste, mais qui connaît parfaitement Marx, vous l'explique très bien. Peut-être acceptera-t-il d'ailleurs de venir en reparler. C'est bourgeois. Et à l'occasion, je te donnerai le lien avec une intervention qu'il a faite ici où on discute abondamment de ça. Alors, incidemment, et je conclus ma réponse tout de suite, c'était justement une des questions que j'avais demandé je prévoyais, donc j'avais demandé à Dominique Pagani de venir en parler, escalité, si j'ose dire. Et bon, ce sera peut-être pour une autre fois, j'espère, peut-être que nous aurons à reproduire cette soirée, vu son succès, avec nos deux invités qui, pour des raisons de grippe circonstancielles, ne sont pas présents, et qu'on pourra peut-être enchaîner sur le legs, c'était le titre que j'ai donné, de Jean Salem, et notamment sur ces questions actuelles, théoriques, pratiques, philosophiques et politiques. Je te laisse, à part ça, la conclusion. Oui, excusez-moi, il y avait encore une autre... Je pensais que c'était... J'ai connu Jean Salem juste par France Culture. Il a été, je crois, invité au chemin de la connaissance par Adèle Van Rett, je crois. Oui. C'était génial. Je me souviens que ça m'a touché. Et puis je voulais vous poser juste la question, j'ai jamais lu, par quoi pourrait-on commencer en philosophie par en politique? Par exemple, moi j'aime beaucoup Maupassant et j'étais étonné qu'il ait écrit Philosophie de Maupassant. Alors, et dernière question subsidiaire, est-ce qu'il a écrit quelque chose sur l'histoire des Berbères en Afrique du Nord? Parce qu'il y a beaucoup de gens comme Jean Salem, comme Benjamin Stora, c'est des Berbères juifs depuis des siècles en Afrique du Nord. Pas Jean Salem, mais comme est-ce qu'il a écrit sur les Berbères, l'histoire des Berbères en Afrique du Nord, parce que c'est l'enjeu actuellement, l'enjeu philosophique, de travail qui a été fait en France dans la Révolution, Condorcet et Rousseau et toutes les Lumières. C'est ce travail-là qu'on doit faire en Afrique du Nord, ici maintenant. Sinon, il n'y aurait jamais une vraie solution en Afrique du Nord, une vraie indépendance, indépendance intellectuelle, politique, etc. D'ailleurs, c'est très dangereux d'être filmé en parlant de... si tu veux, on t'effacera. Non, mais c'est pas grave. On est stalinien, alors tu sais, ça nous gêne pas d'effacer, de rajouter des gens qui n'étaient pas là. Tu sais, je pourrais faire comme si Pagani et Badiou étaient venus. Il y a un travail à faire sur toute l'Afrique du Nord pour élargir la pensée historique, philosophique depuis des millénaires. Ok. Alors, pour les questions d'identitaire, Badia nous dit que c'était des juifs d'Andalousie, pour la mère, hein, parce que par le père c'était Ashkenaz, hein, c'est-à-dire un juif de Pologne émigré en Angleterre. Donc il n'était pas du tout berbère. Voilà, c'est ça la... Voilà, et arrivé après en Algérie. Mais je comprends ce que c'est vrai que tout ce que vous dites est exact, hein, sur ces réflexions-là. Ah oui, alors... Par quoi commencer? C'est compliqué parce que c'est vraiment une philosophie de Maupassant. C'est vraiment sur le matérialisme de Maupassant. Je comprends que des gens qui ont une approche plus littéraire seraient pas forcément n'y retrouveraient pas forcément leur petit. C'est si vraiment vous vous intéressez aux questions du matérialisme. Voilà. Bon, celui-là est vraiment très bien pour rentrer dans les questions dans le dur, hein, dans le dur du sujet. Dans les questions de philosophie, vous m'avez dit, hein, pas voilà. Bon. Non, celui-là est un...
Ah oui, il a préfacé les manuscrits de 1844, mais sagesse, c'est bien parce qu'il y a un peu de tout, si vous voulez, c'est vraiment, ça va des matérialistes du 18e, donc Rébillon à Ibn Khaldoun, vous avez plusieurs entrées possibles, voilà. Et bon, Résistance, évidemment, aborde un peu tous ces sujets, mais par un angle de confession biographique, hein, voilà, donc un angle un peu plus personnel. Il est de quelle année? Comme j'ai voulu clore un peu trop vite, est-ce qu'il y avait, je sais pas, il y avait d'autres questions, je ne me souviens plus. Au fond. Et Hervé Fuyet, tu n'as pas parlé? Oui, j'ai beaucoup aimé chez Jean Salem son ouverture d'esprit universelle, que ce soit vis-à-vis de l'Union soviétique ou du Parti communiste russe actuel, que ce soit vis-à-vis de la Corée, du Sud et du Nord, que ce soit vis-à-vis de la Chine aussi. Bien. Et le jeune homme derrière toi, il y a Badia qui a posé une question. il y a Badia qui voudra... Tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'était juste une question. Donc il me semble, j'espère ne pas me tromper, que Henri Lefebvre avait écrit un livre sur le matérialisme de Diderot. Et donc je ne l'ai pas lu, mais est-ce qu'il y a eu un dialogue entre Jean Salem et Henri Lefebvre, ou en tout cas un dialogue peut-être pas direct, je ne sais pas s'ils sont connus, mais est-ce qu'il y a un lien éventuellement entre l'œuvre philosophique de Jean Salem et cet ouvrage? Vous me posez un peu une colle parce que j'ai pas vraiment vu ça, mais peut-être que je me trompe. Hein. Oui, et là... Par contre, il est lecteur de Gabaud, Jean-Marc Gabaud, qui est un philosophe marxiste de Toulouse, qui avait écrit sur le matérialisme et l'atomisme ancien, c'est un livre de 1970. C'est un contemporain de Kouskar, et d'ailleurs contemporain et du même pays, d'ailleurs ils sont de 28. Donc un monsieur qui est très âgé aujourd'hui, donc... et voilà, je sais qu'il en parlait avec beaucoup de respect. Voilà. La question de Badia. Après, Merci beaucoup. Je regrette beaucoup de ne pas l'avoir connu parce qu'il semble vraiment être quelqu'un d'érudit, de passionnant, de précis, d'enthousiasmant dans ce qu'il était en tant que pédagogue. Et comment il a pratiquement vécu de cette filiation remarquable qui était à la fois un handicap et une réciprocité structurante. Je pense que c'est important et ça a aidé à peut-être passer cette période sombre de l'histoire des idées, des actions concernant le déficit communiste finalement en Europe occidentale. Et je crois que cette façon de fuir finalement cette ambiance-là en allant recourir à ce maniérisme dont vous parliez, cette recherche esthétique, est la meilleure façon de faire en réalité, parce qu'il n'y a pas à discuter avec ça. C'est, dans la structure de l'ADN, vous avez ce qu'on appelle le phénomène d'excision, hein, des morceaux, des séquences non significatives. Le morceau d'ADN se rapproche, et puis il y a une boucle qui part et qui est digérée par les enzymes. Ça n'a aucun sens. Je ne pense pas qu'il faille s'y intéresser de beaucoup à ce nom, etc. Non, je pense qu'il faut continuer. Et cette boucle vide de sens va s'exciser toute seule et se digérer enzymatiquement. La question que j'aimerais poser, c'était, parce que bien entendu je vais me mettre à le lire, l'atomisme, etc. Ça m'a propulsé dans le grec que j'ai un peu commis il y a quelque temps. C'est, est-ce qu'il a, puisqu'il a été si érudit dans tellement de disciplines, l'art, l'archéologie, la science économique, les langues, la philosophie, etc., a-t-il utilisé des outils et des concepts en physique contemporaine pour s'attaquer à l'atomisme? A-t-il eu ce regard de biais pour dire, par exemple, en fait, la matière c'est rien. Ce qui importe dans l'apport de la thermodynamique, c'est le temps. Ouais. L'atome c'est rien, en fait. Tu vois, et par exemple, ce genre est-ce qu'il a utilisé ce genre de choses? Oh oui, bah, deux fois, il fait référence aux recherches sur l'atome récentes, mais précisément ce qu'on a pris de l'atome, hein, tu es bien plus spécialiste que moi, évidemment, c'est qu'il n'est précisément pas ce à quoi il renvoie étymologiquement. C'est pas un insécable. Hein. Atomos, ça veut dire qu'on ne peut pas couper. En grec, malheureusement, on voit bien d'ailleurs ce qu'on peut faire avec un atome quand on le brise. Mais effectivement, toutes ces polémiques sur la matière disparaît, ça Lénine règle son compte à ça dans Matérialisme et Empirico-criticisme, c'est l'époque effectivement dont tu parles, on est vers 1908,
D'ailleurs, ce qui est intéressant avec Lénine, c'est qu'il a écrit ce texte alors qu'il n'avait pas lu la dialectique de la nature de Engels. Qui n'était pas Engels aussi. C'est plutôt ces gens-là qui essaient de traiter en matérialiste. C'est encore un autre pan du marxisme. Lui, c'est un spécialiste de l'atomisme antique. Donc, évidemment, il n'ignore pas les recherches récentes en physique, mais c'est pas. Il a plutôt l'impression de dire qu'on ne s'intéressait plus à Démocrite, à ce qu'il signifiait. Il faut comprendre ce qu'il signifiait énormément, par exemple pour les historiens, Démocrite, puisque 7 siècles d'épicurisme complètement passé à l'as, Démocrite absolument pas jugé à sa juste valeur, ça explique beaucoup de choses sur la réalité de la Grèce, ça a des incidences là-dessus. Et il dit justement, il y avait un préjugé sur l'atome qui fait que, par exemple, il explique, je crois, il donne à peu près les proportions. Héraclite et Parménide occupent peut-être 40% des études sur les présocratiques. Démocrite, alors qu'il doit représenter à peu près 200-300 pages dans la Pléiade, est passé complètement à côté. Et ça, il l'explique justement au contraire par la peur de l'atome, plutôt la peur de ce que ça évoquait chez des gens. Mais je pense pas que surtout un physicien de métier, je pense comme toi, si j'ai bien compris, non, c'est autre chose. Tu vas pas retrouver tes centres d'intérêt propre. Mais par contre, ça va au-delà de la philosophie au sens où ça a un rapport sur notre perception aussi de l'histoire des idées, sur l'histoire tout court, sur l'histoire des idées, sur les courants souterrains. Ça, il avait raison, tu sais, le courant souterrain du matérialisme. C'est une belle formule. Ça existe et on voit aussi à quel point, puisqu'on a parlé beaucoup de censure aussi dans cette soirée, quand même ces grands matérialistes de l'Antiquité ont été censurés, et brûlés ou en effigie. Alors il a été éditeur, Jean Salem, il a publié François Garras, qui est une espèce de jésuite fou. Jésuite, je ne sais pas, mais en tout cas un fou furieux qui voulait brûler à peu près tous les libertins de l'époque. Libertins, ça veut dire surtout athées au XVIIe siècle. Et fait à peu près la liste. Et surtout le nombre de gens, il n'y a pas des Giordano Bruno ou des gens persécutés comme Galilée ne sont pas les seuls. Il y en a plein d'autres. On pense par le poète Théophile de Viau qui est mort à 20-30 ans suite à plusieurs séjours en prison. Donc oui, ce courant est très fort et mérite quand même d'être valorisé. On n'en a pas forcément une perception. Aujourd'hui, on n'arrête pas d'entendre la France fille aînée de l'Église, le catholicisme français. On a l'impression que les racines chrétiennes de l'Europe, etc. Enfin, il y a des courants protestants en France qui en même temps passent peut-être par Rousseau. Calvin est français, par exemple, les gens l'oublient. Tout ça. Il y a des protestants qui ont participé à la Révolution française. Tout ça. Il y a des histoires à refaire littéralement. Et là, on voit que ça n'intéresse pas que les philosophes, cette question. Ça joue sur notre perception, même sur l'esthétique au sens classique du terme, aesthésis. Pour faire une réponse très laconique à ta question, quand même, d'une seule phrase, le travail sur le matérialisme, et singulièrement celui de Marx, de Jean, va bien t'expliquer et très clairement te permettre de comprendre en quoi le matérialisme de Marx n'est absolument pas un positivisme. Parce qu'en fait, ce que tu revendiques, c'est la critique du positivisme, oui, bien, y compris dans ce qu'on appelle les sciences dures, toutes les variantes empiristes, etc. Bon, ça, avec les outils que nous fournit les outils théoriques, les outils épistémologiques que nous fournit Jean dans son travail sur le matérialisme marxiste. Tu as déjà toute la méthode et pour aller affronter justement la problématique et les adversaires que tu évoques sur une conception paradoxalement idéaliste du matérialisme. Voilà, j'ai promis que ce serait court. Il n'était pas seulement intéressé par le marxisme. J'ai assisté à 3 réunions avec lui et 3 orateurs, des soufis et un Bektashi. Et j'étais étonné quand même. Il s'intéressait au mysticisme, disons, des formateurs ou réformateurs musulmans, avec les 2 Bektashi et un soufi. Il y a des atomistes arabes, il faut savoir. Vous le savez certainement, mais il y a un atomisme dans la pensée arabe, aussi dans la pensée juive. J'étais étonné.
Et bien sûr, il ne s'intéressait pas qu'aux atomistes arabes, mais il s'intéressait, là par exemple dans celui-là, vous avez le commentaire de l'Mkadima de Ibn Khaldoun par Labika, qui était son... Il y a un côté, ce que tu évoques, c'est un côté qui est frappant. On a parlé de son érudition, il y a un côté encyclopédiste, dans le bon, mais absolument, dans le meilleur sens du terme de Jean Salem, qui était entre parenthèses un trait de la Sorbonne et le bon côté de l'université française avant, je dirais, avant les années 60. Au moins une dizaine d'années. Il a profité de l'éducation soviétique aussi. Mais j'ai jamais compris. Mais qui prenait largement modèle sur cette tradition-là, faut le savoir. Complètement jeté aux poubelles de l'histoire à partir de la fin des années 60, en particulier dans le milieu universitaire. Une autre fois, il faut faire une conférence ici pour expliquer. J'ai jamais compris l'essence dialectique. Qu'est-ce que ça veut dire dialectique? Ah oui, alors là, oui, comme tu dis, on en a déjà fait un certain... On va en reparler, certainement. Je te dis que, par exemple, le bourgeois doit, j'espère, venir prochainement. On en a déjà beaucoup parlé ici, mais crois-moi, c'est, comme tu le sais, tu es dans une des... peut-être la seule librairie vraiment qui se revendique hegelienne et marxiste de Paris, en tout cas, de France peut-être. Donc oui, non, tu auras... nous satisferons cette demande dès que possible. Voilà. Alors, là, peut-être une dernière question, parce que quand même le temps a filé. Juste pour donner un chiffre, en France, il y a 56% d'athées. Et on n'en parle jamais. C'est un chiffre qu'il faut le connaître, mais les gens n'en parlent pas. Parce qu'on préfère dire le 21e siècle sera consacré à Dieu. Et voilà. Religieux. Or, sera religieux. Ben, tu sais, on a toutes sortes de religions qui se passent de Dieu. Ça, c'est vraiment les statistiques. Il y a 56% d'athées en France. Et en plus, si on compte tous les catholiques qui sont simplement baptisés mais qui ne vont pas à l'église, ça fait encore beaucoup plus. Il n'y a que 10% de pratiquants. Bon, donc, là-dessus, une conclusion, Aymeric, peut-être? Oui, ces thématiques-là montrent bien sûr tout l'intérêt de comprendre l'histoire du matérialisme et font une bonne transition avec, je sais que tu veux inviter Bernard Bourgeois, qui est un hegelien de droite, faut savoir, mais le meilleur spécialiste mais qui connaît très bien Marx. Hein. Et c'est vrai que c'est deux petits livres, je me souviens plus des titres, mais le dernier, les 7 questions politiques du jour. Il y en a, c'est des bijoux. Il y en a un où il défend la laïcité. Il dit même cette notion de laïcité positive ou négative ne veut absolument rien dire d'un point de vue strictement hegelien. Mais si cette laïcité qu'on connaît depuis 1905 avait été négative, elle aurait reproduit elle-même sa propre négation. Il s'installe au contraire dans cette positivité-là, y compris même une certaine défense de... J'aime bien certains parallèles qu'on peut faire, y compris par exemple défense de... on pourrait dire la République française contre sa désagrégation dans l'Union européenne. Il y a énormément de passerelles qu'on peut faire, et c'est intéressant de voir comment il le traite d'un point de vue hegelien, y compris ces questions de laïcité que vous évoquez. Voilà. Je sais pas pour faire la transition, parce que je sais que cette soirée va être passionnante. J'espère qu'on va pouvoir l'organiser prochainement. Bon, mais une conclusion quand même sur Jean. Allez. Oui. Non, je me rends compte à quel point c'est difficile d'en parler, de relire les textes. J'ai voulu, je te remercie, faire cette soirée parce que ça a été mon premier réflexe, ça a été de dire, quand on est éditeur, on est dans une certaine mystique. Bon, j'ai pas complètement mal armé, au sens où on dit le monde doit aboutir à un beau livre, ça serait quand même vraiment idéaliste pour le coup. Mais bon, on a quand même un petit peu cette mystique du livre-là. Et disons que c'était un lien que j'avais particulier avec lui. Ça passait par les textes, ça passait par la médiation des textes. Donc j'avais effectivement l'envie d'en parler tout de suite. Je pense que d'une certaine manière c'était un peu trop tôt. Et je pense, je vais insister sur le tact qu'il faut avoir. Je me rends compte plus j'étudie le problème, parce que c'est très difficile de rentrer dans une œuvre, dans une pensée comme ça, avec des gros sabots. Je crois que... Et bon, en parlant, en voyant les limites, je me rends compte à quel point il nous manque. Voilà. Bon, merci, bravo. Votre attention.